Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? I'm a man. Well, nobody's perfect. Je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça, alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cinémascope, la 26e émission de Cinémascope, avec 3 films au programme, Mektoub My Love, Canto Uno, Un raccourci dans le temps et Les bonnes manières, peut-être un petit mot aussi sur Pacific Rim, Simon. Bien sûr. Le quiz donc de Marie et Simon. On recevra aussi Louisa et César donc, qui viendront nous parler du festival Terre en Vue, donc, qui est organisé par les étudiants de licence 3 de Paul Valéry, donc, qui se déroulera du 4 au 5 avril. Pour notre émission ce soir, une petite équipe. Nina, Gaël, Marie et Simon, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. On passe tout de suite aux news. Channel 4 News with 5-time Emmy Award-winning anchor Ron Burgundy. Chamkine Sports. Alors je voulais commencer les news par l'info. C'est Thierry Frémaux donc, qui a imposé de nouvelles directives pour Cannes, des directives qui ne sont pas passées inaperçues, puisque déjà il a dit à Netflix donc, qu'il ne serait jamais en compétition, plus jamais. Donc ouais, c'est assez direct. Il dit pas par contre qu'il y aura plus de films Netflix à Cannes. Ils peuvent être hors compétition. En fait. Ouais. Donc il a dit perdu dans les algorithmes de Netflix, donc il parlait de Okja et The Meyerowitz Stories, ils n'appartiennent pas à la mémoire des cinéphiles. Donc, parce que, c'est pas sympa. Comme ils sont sur Netflix, ils sont pas. C'est à cause de la polémique. Et du coup, ils sont pas accessibles comme ils le voudraient. Il a aussi rajouté donc les gens de Netflix ont adoré le tapis rouge et aimeraient nous présenter d'autres films, mais ils ont compris que leur intransigeance sur leur propre modèle s'oppose désormais à la nôtre. Donc voilà une divergence entre Netflix et Cannes. Un petit avis dessus, on en avait parlé l'an dernier, tu avais fait une carte blanche dessus, Simon. La première carte blanche de l'histoire. On s'en souvient tous. Du coup voilà, c'est arrivé au terme. Mais je pense que ça va changer. Parce que c'est une guéguerre, parce qu'ils veulent pas mettre leur film en salle, j'imagine. Voilà. C'est peut-être parce que Thierry il veut brosser dans le sens et du puis poil. Voilà, de tous ceux qui avaient critiqué et tout. Mais bon. C'est con quand même. C'est con cette histoire parce qu'en plus. Parce que t'adores Okja. Parce que j'adore Okja et que je le défendrai toute ma vie. Mais bon, non, mais c'est surtout aussi, il est sorti en DVD. Enfin, je veux dire, ok, il est pas. Parce oui, c'est à cause de ça. Il gueulait. Non, mais il gueulait parce que justement, c'était que sur la plateforme Netflix et qu'on le verrait plus jamais ailleurs que sur la plateforme Netflix. Et j'ai eu l'info dernièrement qu'il sortait en DVD. Donc. Ah ouais. Ouais. Donc Netflix se met à sortir des films en DVD. Donc, si vous voulez me l'offrir, il n'y a pas de souci. Hein. Autre directive pour tous les Instagrammeurs que vous êtes, plus de selfies sur les marches donc de Cannes. Afin de fluidifier la montée des marches, le délégué général du festival de Cannes l'a annoncé, les selfies, il a dit les selfies seront interdits pour les spectateurs sur le tapis rouge. Seulement pour les spectateurs. Alors si c'est quelqu'un d'autre qui prend la photo, est-ce que ça compte? Bah oui, c'est pour les spectateurs. Donc à mon avis, si c'est un acteur et tout, il va fermer sa gueule. Oui, mais si c'est quelqu'un d'autre, mais t'es spectateur. Oui, mais c'est ton ami qui te prend en photo, c'est pas selfie. Oui, t'as le droit. Bon, non, mais c'est-à-dire que j'aurais plus de selfie de Hugo Vincent Couturier, je suis un peu triste. HV Prod. Alors, à toi. En plus, c'est assez direct parce qu'il dit nous avons décidé avec Pierre Lescure de carrément les prohiber en haut du tapis rouge. La trivialité et le ralentissement provoqués par le désordre intempestif créent la panique des selfies, nuit à la qualité de la montée des marches et donc au festival tout entier. Donc c'est aussi pour un peu fluidifier le mouvement. Oui, non, mais pour être gentil, pour être gentil aussi avec les photographes professionnels qui viennent et pour faire des photos des robes Chanel et tout ça. Donc, faut dire 2 autres marques. Vas-y. Vuitton. Lidl. Ah. Faut encore dire 2 autres marques. Alors aussi une autre directive qui a fait un peu chier la presse là pour le coup, c'est plus d'avant-première presse. À l'époque, il y avait 3 séances pour un film à Cannes. Là, il n'y en aura que 2. Donc la séance du lendemain et la séance donc pour tout le monde, on va dire, de la journée avec l'équipe du film. C'est pour donner
il dit pour redonner toute leur attractivité et tout leur éclat aux soirées des galas, donc pour qu'il y ait plus de gens aux soirées des présentations des films. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas souvent complet quand même. Bah, je sais pas, après moi j'y suis jamais allé. C'est ça le problème. Mais donc voilà, mais c'est complètement con. En fait, pour tout dire, nous, donc pour les accréditations, ça va être encore plus compliqué parce que ils demandent des cartes presse. Enfin, on les a demandé, du coup, les accrèdes, et ils demandent des cartes presse, ils demandent des trucs pour prouver qu'on est des journalistes qui pèsent. Et bon, tout le monde sait que Radio ça va aller Campus pour pèse. nous, je pense. Mais ouais, du coup, il y aura moins de place et surtout, ils veulent attirer les influenceurs pour que ce soit vraiment une communication plus actuelle, quoi, avec vraiment des petites photos, pas des gros journalistes, quoi. Ça va être des gens qui ont des blogs ou qui ont des Instagram que tout le monde suit, quoi. Donc il y a ça. C'est que des décisions cons comme ça ou... Non, il y en a une qui est pas mal. C'est donc la volonté de créer une parité donc à la sélection. Voilà. Ça c'est bien. Sur un sujet pareil, le plus grand festival du monde doit être exemplaire à Diff-Frémaux. Donc ça fait plaisir. Voilà, c'est le seul. Voilà. C'est le seul bon point. Non mais sinon franchement il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'a dit Thierry Frémaux. Enfin je trouve que les directions d'avant les directives d'avant sont un peu chiantes, quoi. Et je sais pas si... C'est un peu brasser du vide aussi. Pour la dernière, mais c'est brasser du vide, c'est pas des décisions... Pour la dernière ? Non, à part pour la dernière... Ouais, mais pour le problème de la dernière, je pense qu'elle va pas être... Enfin, c'est plus des paroles que des actes, parce que... Ah bah attends, s'il dit ça... Ah non, mais... Moi je vais le voir, je dis quoi ? T'avais pas dit ça la dernière fois ? Je pense que les selfies sont en train de disparaître quand même, les gens... Ah toi c'est plus ces selfies qui t'inquiètent. C'est celle qui, à mon avis, qui ne marchera absolument pas. Je pense qu'il l'a sorti. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a quelqu'un qui va faire un selfie, ils vont faire les sécurités de mais ça encore les selfies, je comprends que ce soit pas bien applicable, mais la sélection paritaire quand même... Il va y avoir un marché noir de selfies, ça va être chaud, je vous le dis. Pour le coup, l'an dernier, il y avait que 23% de réalisatrices femmes en compétition. Oh, mais regarde. Je pense qu'en mai, là, ils auront pas 55 ans. Mais si. On y croit. Je pense que s'ils l'annoncent, qu'ils le font. Regarde, Cinémascope a un peu annoncé finalement et on est en train d'aller vers cette voie. Ça se met en place et très bientôt, parité. Effectivement, c'est plus facile ici qu'à Cannes, je pense. Mais je suis sûre que c'est plus facile à Cannes en vrai. Il doit y avoir tellement de... Ils ont tous les choix du monde là, c'est bon. Oh, faut les prendre juste. Qui prennent exemple sur nous un peu, merde. C'est clair. Autre actualité, donc là c'est plus technologique. C'est Samsung qui a lancé à Zurich, je sais pas si vous avez vu, le premier écran cinéma LED. Et donc c'est une technologie qui était que réservée à l'Asie et à la Corée, et qui arrive en Europe. Donc il y a plusieurs cinémas qui ont acheté ce genre de dispositif. Donc les points positifs, c'est qu'ils disent qu'il y aura le true black, comme ils disent, c'est-à-dire le noir total. Noir. Donc voilà. Qu'on n'a pas au cinéma, donc avec un projecteur. Le point négatif, c'est que ça peut être trop lumineux parce qu'ils le vendent comme un rétroéclairage, donc 10 fois supérieur à celle qu'on a actuellement. C'est-à-dire que quand on aura une image blanche après un fondu au noir ou quoi, ça va vraiment faire mal aux yeux. Donc, déjà que des fois on a mal. Je le sens pas. Mais bon, voilà, c'est une technologie qui arrive dans les. Et qui a acheté ça en Europe ? Tu sais déjà Non, là c'est un cinéma de Suisse, donc je pense que ça va être... après ça va être... Franchement c'est Montpellier. Je voulais savoir si c'était dans certaines chaînes ou des trucs comme ça, voilà. Non, on n'a pas encore d'indices, mais bon... Cinéma Nestor Burma par exemple. Pourquoi pas, au Diagonal, je ne sais pas. Voilà, sinon pas d'autres infos. Si, Sean Penn devrait arrêter sa carrière peut-être, donc... Bon, c'est pas grave. Juste pourquoi parce que après 40 ans de carrière, ça le fait chier. Il a dit. Là, il sortait son bouquin et il disait que du coup, pas mal. Il a eu assez d'argent. Voilà. Sinon, du coup, est-ce qu'on peut parler du FICAM, Nina ? Du 48 heures peut-être. Non, du FICAM. Comme tu veux. Ok, je parle du FICAM, moi je m'en fous. Ok, donc je me suis rendue au Maroc à Meknes pour le FICAM 17e édition qui s'est déroulée du 16 au 21 mars. Et c'était un festival dont j'avais absolument jamais entendu parler de ma vie, absolument pas du tout. Alors que il y avait, par exemple l'année dernière, il y avait Michel Oslo. Avec voilà, tu vois, non mais je le suis. Kirikou, c'est vrai que c'est non plus. Kirikou. D'accord, dis-nous que Kirikou était là, mais Kirikou était là. Ok, cool. Il était vaillant. Le papa de Kirikou était à Meknes l'année dernière, et cette année on avait Katabouché, réalisateur de Dans un recoin de ce monde, donc évidemment j'ai fait ma fangirl. Il y avait Arthur Depin, réalisateur de Zombie Millennium. De Pince.
Attention. Arthur de Pince. Ah, parce C'est que je l'ai enfin entendu prononcer son prénom. Ça se prononce Arthur de Pince. Je pense que si tu avais écouté l'instant animation, tu l'aurais entendu déjà dire son nom. Non, c'était pas lui, c'était l'autre qu'ils avaient eu. Non, c'est l'autre qu'ils avaient eu. Ouais. Ah. Et du coup, Thibaut ne savait pas que c'était de Pince aussi. Ah. C'est fou ça. Ouais, ils ont pas tout... Voilà. C'est l'info du FICAM. L'info du FICAM. Non, aussi Oslo sort un film en octobre aussi, ça. Mais tu le savais déjà, évidemment. Bon, je peux même pas ça sera peut-être à Cannes d'ailleurs, je pense. Et parmi les invités, il y avait l'invité d'honneur qui était Brenda Chapman, réalisatrice, animatrice et scénariste des plus grands succès de l'enfance, à savoir Le Roi Lion, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Chicken Run. La dame a travaillé chez Pixar, Disney et DreamWorks, ce qui est très rare en général parce que les animateurs ne bossent que pour un studio pendant un long laps de temps. Elle a tout fait, elle s'en fiche un peu, et aujourd'hui elle fait des projets perso, donc on a un peu hâte de voir ça. Elle a présenté une masterclass, tout comme Katabushi qui a présenté sa petite masterclass sur son travail sur Dans un coin de ce monde, et Carlos Saldana, réalisateur de L'Âge de glace, de Rio et de Ferdinand plus récemment, premier animateur de Blue Sky. Il nous a raconté un petit peu son parcours pendant sa masterclass. On a eu aussi droit à plein de conférences, toutes plus intéressantes les unes que les autres, et petite note, non pas news mais note, c'était une édition spéciale consacrée aux femmes. Donc on a eu des réalisatrices et des productrices françaises qui nous ont présenté tout un tas de courts-métrages vraiment passionnants et très très inspirants. Notamment Delphine Maury qui travaille à Tant Mieux Prod en partenariat avec La Cartoucherie, qui a présenté la collection de courts-métrages réalisés par les élèves En sortant de l'école sur des poèmes mis en animation, et j'invite les plus curieux d'entre vous à y jeter un coup d'œil parce que c'est chouette. Non, je t'avais pas. Si, je t'en ai envoyé un. Je vais regarder. Super. Et moi j'ai deux questions pour toi. Donc bon, je pense qu'on le comprend, c'est un festival d'animation du coup. Ouais, donc je vais aller passer tout de suite à ma deuxième question. Est-ce qu'il y avait des films, parce que je connais pas trop déjà de base leur cinéma en prise de vue réelle, mais des films du cinéma marocain en animation, ça existe déjà? Oui, ça existe, mais en long métrage pas beaucoup. On a vu beaucoup plus de courts métrages marocains. D'accord. Mais il y a quand même un cinéma comme ça qui essaie de se développer. Un petit peu, mais c'est vraiment difficile en fait. La culture, à Meknès particulièrement, la culture est un peu pas hors d'atteinte, mais presque, parce que le pouvoir d'achat d'un citoyen de Meknès est vraiment, ça lui permet pas d'acheter ne serait-ce qu'une BD. C'est difficile, donc c'est ça qui est impressionnant avec ce festival, c'est que du coup il y a très très peu de monde pour les pointures qu'il peut y avoir. Il y a très peu de monde. Ah ouais. C'est un festival gratuit du coup ou... Ouais. D'accord. Mais il y a pas. Sauf les projections. Les projections sont payantes, mais les conférences non. Il y a même pas de trucs genre de lab comme ils font à Sundance ou des trucs comme ça. C'est-à-dire ou à Berlin ou à Cannes. C'est-à-dire des endroits où il y a des scénaristes par exemple qui écrivent des sortes en fait de. Comme si t'as des entraîneurs, je sais pas comment le dire, mais en gros c'est un espèce de truc, ça fait une émulsion en fait, et c'est des trucs pour t'aider en fait à écrire des films ou à réaliser. Des tremplins, tu veux dire, avec des voilà, budgets. parce que ça pourrait être intéressant là-bas. En fait, là, il n'y a pas eu marocain. Il n'y a pas eu des tremplins, il y a eu une super initiative qui s'est développée. Parce qu'ils proposent des ateliers. Voilà, des aides, c'est ça, voilà. C'est exactement ça que je voulais dire. Oui, ils proposent des ateliers, l'année dernière il y en avait 3, cette année il y en a eu 6. Et j'ai eu l'honneur de participer à un d'entre eux pendant 3 jours avec un réalisateur de court-métrage argentin qui s'appelle Juan Pablo Zaramella, qui m'a signé un autographe parce qu'il est gentil. Et du coup, il a réalisé le court-métrage Luminaris, qui est un court-métrage qui a reçu pas moins de 324 récompenses à travers tout le monde. Et c'est rentré dans le Guinness des records. Voilà, il nous a présenté un petit peu son travail. C'est un type super gentil et très très créatif. Ça aussi, je vous invite à le voir parce que c'est super mignon à regarder. La technique, il nous a appris un peu comment utiliser son logiciel, le stop motion en fait. Il nous a appris un peu les bases. Et il y avait aussi des ateliers de scénario et de storyboard ou scénar-image. Voilà, ils ont fait il y a eu
une projection à la fin, à la clôture du FICAM, où on a présenté tous les projets étudiants et vraiment sympa. Donc on espère que ça va inspirer un petit peu la jeunesse marocaine à se mettre au boulot. Et on était 120 étudiants, je crois. J'étais la seule française. 120 étudiants d'un peu partout. De Ouarzazate, il y avait Tanger, ils étaient un peu de partout. Agadir, il y avait Tiznit. Je crois pas, mais Casa, oui. Parfait. Mais merci. Et du coup, tu as collaboré avec ton ami Juan. Juan, oui, parce que j'étais sa traductrice et avec le 48 heures aussi. Juste petite pub pour moi-même. Hein, Allez voir mon film. Allez voir mon film parce que c'est bien. Non, la totalité des masterclass et des conférences sera écrite pour la revue multimédia des étudiants de Polva. Spoiler. Donc vous pourrez retrouver tout ce qui s'est dit. Voilà. Parfait. Merci Nina. Du coup, on peut faire le pont avec le 48 heures, Simon. Bah oui, petit débrief. 7e édition, on continue à augmenter. Non, on est très fiers parce que là, on a eu 17 films pour celui-là. Il y a une belle projection en salle Jean Moulin à l'université Paul Valéry. Quand on sait qu'en ce moment, c'est compliqué d'accéder aux salles et tout, mais c'était cool d'avoir ça dans ces moments-là où on était genre plus de 80 personnes et tout. Et donc, belle projection, ouais. Beaucoup de films, beaucoup de bons films. J'espère que ça va continuer à attirer du monde et tout. La prochaine édition, elle est il y a déjà une date, donc ça sera du 20 au 22 avril, mais de toute façon j'en reparlerai. Et juste pour le plaisir, je peux vous dire qui a remporté les prix. Après c'est un peu anecdotique dans le 48 heures, mais ça fait toujours plaisir, ça fait un peu de suspense. Donc prix homemade du meilleur personnage. Le personnage c'était un Eudes, magicien ou magicienne, et c'est Thibault Losty alias le fantôme mystérieux qui l'a remporté de l'instant animation avec son film une partie de basket magique, et à égalité avec presque magicien de l'équipe E. C'est la lettre E, voilà. Mais homemade du meilleur objet, c'est Apocalypse Junior qui l'a remporté de l'équipe. Voilà. Et meilleur dialogue qui était Baisse le son. L'objet c'était une revue scientifique, et meilleur dialogue qui était Baisse le son, c'est encore un prix ex aequo, Apocalypse Junior toujours de l'équipe, et Arcane des Corbeaux de la Pièce. Bravo Raphaël Arcane. Laurent, bravo. Oui, allez voir Arcane. C'est Marie qui dit baisse le son, c'est pas moi. C'est Marie, c'est grâce à Marie tout ça. Exactement. Ce prix, bravo. Et en plus c'était ta phrase, c'est toi qui avais fait la phrase, Marie, donc voilà. Finalement, ce prix revient à Marie. Voilà, exactement. Après elle s'était vraiment trompée dans la phrase qu'elle voulait dire, mais ça c'est un autre problème. C'est pas grave. Sur ces belles paroles, on passe tout de suite à notre première musique, notre première pause son avec Blur, Boys and Girls. Oh yes. Yes.
Boys and Girls, musique très 90s écrite par Damon Albarn en 94, période où le créateur de Gorillaz était en pleine transition artistique. Dans Boys and Girls, il se moque ouvertement de la mode des soirées méditerranéennes chez les jeunes anglais à l'époque, une mode qui a fait le succès de l'agence de voyage 1830, qui permettait aux jeunes étudiantes et étudiants de se prendre des murs dans le sud de l'Europe. Donc pour quelques livres seulement. Le sud de la France en 94, l'été aussi, c'était le sujet et le décor du dernier Keshish. On écoute la bande-annonce. Hein. Sublime bande-annonce exclusivement musicale, génial, on comprend tout le film. Donc c'est le premier film d'une trilogie de Keshish, Mektoub My Love Canto Uno. On peut écouter la bande-annonce maintenant. Le second, ça sera Pray for Jack. Normalement, il devrait sortir cette année, mais je sais pas si c'est encore. Pourquoi ça s'appelle Pray for Jack? Je sais pas, c'est le nom du film. Écoute. Et Canto Dos quand même. Non, c'est Pray for Jack dans les projets. Attends, il y a un prochain bientôt? Ouais, normalement j'ai tourné. Ouais. Normalement, ouais. J'ai envie de mourir là. 3 Gaël, 3. Est-ce qu'on pourra ne pas le mettre à l'émission Attends, on va parler déjà de ce film, on verra tout à l'heure. Tu peux nous raconter l'histoire qui se déroule en 94, bien sûr. Exactement. Évidemment. Donc le réalisateur de La vie d'Adèle, Palme d'Or en 2013, 7/94, Amine, apprenti scénariste installé à Paris, retourne dans sa ville natale pour retrouver la famille et ses amis d'enfance, accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie. Amine passe son temps entre le restaurant spécialité tunisienne tenu par ses parents, les bars de quartier, exactement, et la plage fréquentée par donc les filles en vacances. Donc c'est un film qui fait quand même 2h55 à préciser. Donc il avait déjà fait j'ai oublié et le mulet là. La graine et le mulet. La graine et le mulet, donc qui était tourné à 7 et qui faisait 2h30 mais qui fait pas partie d'une trilogie. Il a battu son record. Et La vie d'Adèle aussi. Du coup, on commence. C'était vachement long. Oui, bah de toute façon, il faut que les films. 3 heures aussi, des films fleuves. Voilà. Est-ce que ce film est trop long? Déjà, on commence là-dessus. Oui. Ah, moi je sais mais pas. Moi j'ai pas trouvé. Enfin. Ouais, j'ai vu les films. C'est gratuit quand même. En fait, c'est un peu ça qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est gratuit, c'est que. C'est de la boîte quand même. Ouais, par exemple, en fait, on ça dirait que toutes les scènes s'étendent. Non, mais là, la scène de la boîte, c'est vraiment trop. Oui, mais il y a des trucs, je trouve que c'est vertueux. Par exemple, au tout début, la première scène. C'est un truc qui dans n'importe quel film, mais dans n'importe quel film, elle va durer 2 minutes maximum. Et là, finalement, tu pars sur une scène de 15 minutes de dialogue et tout. La première m'a fait chier parce que moi je trouvais que déjà ça jouait bien. On voit pourquoi la toute première scène, vous êtes sûr? Parce que la première scène, moi j'ai pas entendu de dialogue. Non, pas cette scène-là. D'abord, il y a une scène. Ce gendarme là, j'ai entendu ça de dialogue. Ça se déroule au même endroit, voilà, c'est dans la maison. C'est la continuité, c'est dans l'espace-temps. Exactement. 94 quoi. Exactement. Non, mais il y avait des longueurs parce que toutes les scènes sont étirées, mais elles sont étirées. Mais certaines justifiées, certaines non, je trouve. Ah, mais c'est parfois c'est genre mince, c'est vrai que je fais des séquences longues. Bon, ok, allez, on va filmer plus de boîtes. Ça donne un style au film, je pense. Ça donne mais ça suffisait. Certaines scènes, elles sont assez longues pour être déjà remarquables. Comme il dit, jamais on filme une conversation comme ça et tout. Ouais. Donc après, il est pas obligé de faire toutes les scènes juste parce que c'est Keshish et qu'il faut bien qu'il fasse toutes les scènes comme ça. Enfin, je sais pas. Moi après, j'aime bien toujours ces premières parties, je les trouve toujours plus fortes et tout, parce que sûrement tu connais pas encore tous les personnages, c'est la mise en place et tout, et je trouve ça vachement
moi ça me happe et tout à chaque fois parce que j'aime bien ce genre de film pour les thèmes qui sont évoqués, un peu ce passage à la vie d'adulte finalement, même s'ils sont déjà adultes, mais bon voilà. L'été, on sait pas quel âge ils ont dedans, on sait pas trop, mais on sent qu'ils sont jeunes quand même. On sait pas quel âge ils ont dedans, non? Ah mais ils sont en études supérieures quand même. Ouais, une vingtaine d'années peut-être. Non mais le côté sud de la France aussi j'aime bien. Il est en médecine lui. Mais d'ailleurs, je pense que. Il était en médecine, elle était en école de commerce, elle est meuf et tout. Donc, le personnage principal, ça doit être un peu. Je pense que Keshish, il doit se voir à travers. Ah, mais c'est sûr. Je sais pas, parce que scénariste sûr, à cette époque-là, en plus. La première image, je me suis dit ça déjà. Ah ouais, dès qu'il a dit qu'il était scénariste. Moi, même avant, j'ai pensé. Mais moi j'aime bien, je trouvais que le parler au tout début il fonctionnait bien, même si après je pense qu'on va revenir dessus avec cette fameuse année 1994. Je trouvais qu'il y avait des personnages aussi qui fonctionnaient bien. Je pense à la mère d'Amine, moi j'adorais, mais parce que je m'y retrouvais dedans, j'avais l'impression d'avoir des personnages familiers. C'est ça qui justifie peut-être la durée du film, c'est que t'as tellement de personnages importants. Il y en a tellement qui reviennent et que tu captes vraiment et que ils sont vraiment approfondis tous, et t'en as une quinzaine comme ça. T'as un personnage qui arrive vers la fin, enfin à 1h du film du coup, au bout d'1h50 on va dire. C'est qui? C'est sa cousine. Sa tante, non plutôt. Sa tante, pardon. Sa tante, qui est jouée par l'actrice de La Graine et le Mulet. Ouais, elle est bien. J'aime bien elle, ouais. Et du coup, elle est. Tu la captes vraiment parce que pendant 1 heure tu vas la suivre aussi et elle a un aura aussi dès qu'elle arrive, toute cette famille et le Tony au début. Après on se parle un peu mais bon. Après on zappe son copain alors qu'il est censé être vraiment avec elle tout le temps, on le sent qu'il est censé être avec elle et puis il est plus là, mais bon, obéissons à cette erreur finalement en 94 tout ça. Non et parle de l'année 94 Simon. Non mais juste il y a aussi, je trouvais qu'il y avait quelques beaux moments aussi, par exemple la scène de la danse, la toute première au début. J'ai trouvé que le montage et tout fonctionnait au début. Dans le petit bar, ouais. Dans le petit bar, au début, je trouvais que c'était chiant, et puis après, tu rentres dedans, et je trouvais que c'était assez rythmé, c'était assez fort en tout cas. La comédienne jouait aussi bien, dansait bien. Lou Lutiu, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui joue le rôle de Céline. Ah, moi je n'aimais pas celle-là. Et non, mais je trouvais que dans la scène, ça marchait très bien et tout. Il y avait du rythme, il y avait quelque chose et tout, dans les regards et tout, ça marchait bien. Bon, après, par contre, ça se perd un peu, et effectivement. L'année 94, mais on sait pas où elle est passée. Je veux dire, à part te mettre au début, sinon après on voit une voiture qui est complètement anachronique à un moment, les vêtements ça ne marche pas du tout, la façon dont il parle aussi, ça c'est le plus flagrant finalement. C'est le plus flagrant avec les vêtements. Avec les vêtements, ouais. Et là tu vois la comparaison, si tu le compares à Moitonia qui est la même année 94, ça c'est fou, là où t'as un travail complètement vraiment approfondi, riche et tout, étoffé, et là rien du tout. Mais c'est marrant parce que mais quand on dit que ça se passe en 94, en fait, comme on s'attend du coup à ce que ça soit comme ça, dans Moitonia, tu vois, on l'a pas forcément souligné que c'était vachement bien fait. Alors qu'en fait, on en avait parlé un peu et tout, des costumes, tout ça, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose à faire, et quand c'est pas fait, on le remarque bien, et quand c'est fait, on le remarque peut-être moins, mais c'est ça toute la gageure du. C'est ça, voilà, la gageure du truc, mais. On voit pas l'intérêt, quoi. On voit pas l'intérêt. Ah ouais, non, mais là tu me disais que ça se passait maintenant. Moi je m'attendais tout le temps à ce qu'ils soient avec leur téléphone et tout. Quand elle a dit j'ai reçu une lettre, je me suis dit mais pourquoi elle a reçu une lettre? D'où elle lui envoie une lettre? Je me suis dit ça c'est le seul moment où ils veulent faire. Ah, on est toujours en 94. Mais ça, l'appareil photo, vite fait et tout, mais bon. C'est ridicule, 3 éléments comme ça sur 3 heures. Ah ouais, mais du coup, moi, l'appareil photo, je me disais, ah ouais, c'est un gars old school, il a l'appareil photo à l'ancienne. Ça faisait plus ça. Il y a la mobilette aussi au tout début qui est vieille, mais pareil, ça pourrait être. Comme il y a des trucs vintage qui reviennent, finalement, ça pourrait ne pas être choquant, quoi. Il y a que les musiques aussi, parfois, qui font l'époque, genre l'Eurodance de l'époque, mais sinon. Encore, c'est pas marquant, je trouve. Ouais, moi non plus. Si, par exemple, il y a plusieurs musiques, c'était avant que Pitbull passe après, tu vois. Oui, mais franchement, tu vas dans certaines boîtes, ils passent des musiques comme ça. Hein. Oui. Il y a des boîtes qui font les soirées années 80 et t'entends des musiques hyper vieilles et ça te choque pas, tu te dis pas merde, c'est anachronique. Toi, tu vas et tu chantes. Ouais, moi je fais ça et qui te plaît. Sinon, dans le jeu d'acteur, tu me disais, Simon, que ça t'avait pas gêné. Moi, ça m'a gêné pour l'actrice Ophélie, qui est très important dans le film, qui est quasiment Ophélie qui vole le rôle principal un peu à Amine. En fait, elle a une réplique sur 2 qui fonctionne, c'est bien. Ouais. 50%. Elle a un jeu sur 2 qui fonctionne aussi. Mais après heureusement, il y a quand même ses fesses en début. C'est quand même pour ça qu'il a choisi, donc finalement on peut peut-être pas lui en vouloir.
textuellement. Ouais, mais je pense qu'Antoine, il aurait trouvé qu'elle était un peu trop dodue, quoi. Tu vois. Ah, mais je pense parce que c'est les goûts de Keshish et qu'il a décidé que toutes les femmes devaient absolument avoir beaucoup de formes dans ce film. Donc finalement, il a changé les codes, mais là, il a mis juste sur un. Voilà. Du coup, moi j'ai une question parce que comme je l'ai pas vu et que vous êtes en train de parler de ça, est-ce qu'il y a encore la présence de ces gros plans totalement gênants ou pas? Ah ouais, de quoi ces gros plans totalement gênants? Non, non, si tu veux savoir, à un moment, il mange des spaghettis. Ah ouais, il en mange, mais ça. Si, il en mange, mais sur la plage, et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et on pense que c'est une petite auto-référence. Je trouvais que c'était gênant, ça. Moi, je trouve que les gros plans de Keshish sont excessivement gênants. Il veut être près de son personnage, mais il. Mais la première scène, effectivement, la première scène, pour moi, c'est un regard ultra intrusif et ça me saoule parce que j'ai pas envie d'être. Mais dans La Vie d'Adèle, c'est claustrophobique, alors que là, c'est plus ouvert, c'est la plage, c'est l'été. Mais la première scène, c'est La Vie d'Adèle 3, quoi. Oui, complètement. Oui, parce qu'il commence avec ça. Comment? Ah non, c'était vraiment pour montrer du sexe, quoi. On peut se le dire, on peut dire le mot sexe. Je pense que Keshish était content de cette scène et qu'il a juste eu envie de voir ça. Qui est présent seulement vraiment au début, puisque après. Non mais c'est pour te. Mais oui déjà et c'est pour bien introduire finalement toute la sexualité qu'il va mettre après, même si c'est pour moi c'est un. Mais après il y a des vêtements. Quoi. Du coup voilà c'est non, ça. Non mais c'est un hypocrite, c'est genre il y a des vêtements mais au bout d'un moment arrête. T'as voulu faire un film où tu montres juste des culs de femmes et où tu sexualises des femmes tout le long. Je suis désolée, moi je trouve qu'il y a bien une heure du film, ça doit être des plans sur les fesses des meufs qui sont draguées et c'est genre pas du tout gênant alors que c'est une drague mais horrible quoi. Anachronique encore. Ah non mais twerker c'est vrai. Mais trois quarts des scènes de boîte sont. Ah non mais surtout la scène de boîte c'est pas possible. Ah mais moi je veux dire on filme que les fesses de comment ça s'appelle Ophélie et comme je disais à Marie il y a un plan je trouve qui est vraiment choquant aussi, hein. Oui mais mal et Charlotte aussi exactement Charlotte il y a un plan qui est vraiment choquant, c'est-à-dire qu'elle se change Ophélie et il n'y a aucune raison, mais aucune raison de filmer ses fesses à ce moment-là. Parce qu'encore la boîte, il pourrait dire non, mais c'est normal, c'est le regard d'Amine, c'est ça? Amine, mais déjà je trouve pas ça justifié, mais voilà. Mais dans cette scène où elle se change, elle se fait une queue de cheval et puis on descend sous ses fesses. Mais il n'y a aucune raison, c'est un peu au début du film quoi. Et elle est en string, on sait pas pourquoi on descend sous ses fesses, mais il y a vraiment aucune raison. C'est pour aller allaiter des brebis. Mais c'est vrai que moi la scène de la boîte. Mais on n'est pas obligé de voir. C'est la seule fois où on a un pantalon en plus dans le film. Mais oui, non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a 1 heure de film sur 3 pour moi. Il y a ses fesses qui dépassent aussi de son short. Mais tout le temps, mais de toute façon. Un peu comme Wonder Woman. Je pense qu'elle a choisi cette femme. Beaucoup pour ses formes physique, hein. Oui complètement parce que même les autres casting aussi, oui les autres aussi mais c'est pour moi c'était choquant et puis même la drague m'a tellement dérangée et il y avait pas du tout de de distance ni de il n'y avait aucun parti pris négatif sur ça, enfin c'était pas quand même ils exagèrent. Ah si moi je trouvais par exemple pour l'oncle justement je trouve pas du tout justement je trouve qu'ils auraient pu on en rigole on en rigole ils draguent une ouais on en rigole mais on sait que c'est un il va trop loin vite fait mais franchement moi je l'ai ressenti comme ça pour nous en tant que femme on se dit on en a marre de ce genre de drague et évidemment on n'a pas envie qu'on en rigole vraiment pas parce que c'est horrible ce qu'il fait je trouve. On comprend que c'est enfin moi je l'ai vraiment saisi dans le sens où c'est pour le personnage de Céline que Kamel va rester avec elle et tout ça mais à chaque fois elle est dans une salle je crois que c'est dans la cuisine ou je sais pas quoi et on veut qu'elle arrive dans cette salle sauf qu'elle n'y arrive jamais puisque Kamel va la chercher à chaque fois pour dans le bar ça crée un peu cette l'actrice se prend trop bien l'actrice se prend beaucoup trop bien alors que c'est pénible en quoi quelqu'un veut se faire harceler comme ça et puis l'autre mec aussi qu'elle embrasse c'est un gros lourd mais oui mais voilà non mais ça permet de comprendre ok pas de problème allez on y va ça permet de comprendre que son personnage il se détache aussi de Charlotte en fait je pense qu'il fait ça pour il le fait pour ça franchement aussi. J'ai l'impression que ce qu'il a voulu dire c'est un peu aussi et d'ailleurs ils disent dans le film que c'est un peu Marie couche-toi là quoi désolée pour Marie non mais c'est vrai dans le film c'est un peu regardez quand même elle abuse un peu quand même et bon et les autres même qui abusent pas qui abusent pas pour le film parce que pour moi voilà c'est quand même on monte leurs fesses on les sexualise vraiment non-stop c'est le regard du mec et en plus pas du tout pour les hommes mais vraiment pas les hommes. Non. Et c'est juste des femmes qui sont là pour des hommes. Enfin, tout le long, c'est ça, quoi. Non, mais la scène de. Juste que je te fais vraiment plaisir dans ce film. Oui, vraiment. De voir ce genre de scène, parce que lui, il pense comme ça. C'est hyper dérangeant. La scène de la boîte de nuit, je te le disais, Gaël, j'avais l'impression d'être chez Michael Bay dans Bad Boys 2.
Sauf que chez Michael Bay, tu vois, il y a un mouvement, c'est virtuose, tu vois, c'est un plan séquence magnifique. Mais c'est virtuose, ça. Ouais, genre les plans sont en contre-plongée, on passe sous les jambes des femmes et tout. Et, tu vois, il y a quelque chose du plan séquence et tout qui est assez remarquable. Je pense que Citizen Kane, Orson Welles en serait content de l'usage de ce plan séquence de ce type, alors que chez Keshish, non, c'est que des gros plans, tu vois. Ouais, simple, c'est de chercher Jonathan basique. dans le plan. Sinon, je m'endormais. Et on l'a pas trouvé, puisque finalement il y avait trop de place pour les fesses, alors on n'a pas vu les figurants. C'est pas possible. Bon. Mais moi j'ai passé un bon sentiment. Ouais, voilà. Non, mais ça va, il était pas hyper ennuyeux. Il y avait Non, vraiment, je me suis endormi, je vous le dis. Il y avait tous ces personnages, il y avait une évolution. Ils étaient bien écrits. Enfin, voilà. Oui, effectivement, ils faisaient très naturel. Et on avait, comme dit Simon, moi j'avais l'impression de les connaître. À chaque fois, je me disais, mais attends, est-ce que peut-être que je le connais et tout. Ça, c'était bien. La mère de Amine, par exemple, quand elle parle. Moi, c'est ma tante. Non, mais quand elle parle de ces histoires-là, de ces amourettes et machin, on a l'impression vraiment que ça existe. Parce qu'elle en parle pendant 5 minutes et elle prend tout en compte. Le fait que Clément, le copain de Ophélie, est parti, machin. Il y a tout qui est en compte et t'as l'impression qu'elle parle vraiment sans lire. Elle connaît très bien. Je pense qu'il y a de l'improvisation, beaucoup d'improvisation. Oui, je pense. Mais déjà, il les a filmés pendant des heures, donc faut pas oublier que c'est quand même un connard finalement dans la vie, on peut se le dire. Ça a été tourné en 2016, donc je pense que ça a duré assez longtemps. Mais je sais pas d'ailleurs pourquoi il y a autant de scènes de coucher de soleil. Alors que c'est l'été. Parce que c'est beau. Non, en plus, il y a vraiment, je trouvais des faux raccords au niveau lumière dans cette c'est gênant. Et parfois ils partaient la nuit, mais ils arrivaient le jour, des trucs comme ça. Il y a des problèmes de soleil dans ce film. Oui, il y a des plans qui sont moins éclairés que d'autres sur la même scène. Non, mais ça se passe pas forcément dans le bon espace-temps. Je pense que c'est un film de voyage dans le temps. En fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais on sent que ils ont voulu tourner la scène dans l'après-midi, ça a duré tellement longtemps qu'ils ont fini à 20h. Ah ouais, non, mais ça devait être insupportable. Ça faisait un peu Malik, tu vois. Ils voulaient essayer de la Malik. Très bien. Je vous propose qu'on passe donc au deuxième film de la soirée, un raccourci dans le temps de Ava DuVernay. Bonne annonce. What if we are here for a reason? What if we are a part of something truly divine? Imagine 91 billion light years traveled. Like that. Sweet dreams are made of this. Your father has accomplished something extraordinary. Also dangerous. He's trapped by a darkness that's actively spreading throughout the universe. And the only one who can stop it is you. Be a warrior. I'll try. You're going to be tested every step of the way. Trust nothing. Darling, time for dinner. Are you lost? The only thing faster than light is the darkness. Charles Wallace. Un raccourci dans le temps de Ava DuVernay dans un film Disney. Je ne sais pas. On ne sait plus. Comme la plupart des collégiens, Meg Murray manque d'assurance et tente de trouver sa place. Très intelligente, ses parents sont des scientifiques mondialement connus. Elle possède, tout comme son frère Charles Wallace, un don rare qu'elle n'a pas encore exploité. Donc la disparition inexpliquée de son père va l'amener à faire la connaissance de 3 guides, Madame Kidam, Madame Ki et Madame Quiproquo, venus sur Terre pour l'aider à le retrouver. Accompagné de Calvin, un camarade de classe, ils trouvent au cours de leur quête un raccourci spatio-temporel les entraînant vers des mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléfique. Avec Oprah Winfrey et dans le rôle de Charles Wallace. Terrence McCabe dans le rôle de Charles Wallace. Terrence McCabe, la star. Il y a aussi Chris Pine dans le film. Franklin, on peut en parler. Mais il y a beaucoup d'acteurs en vrai dans ce film. Reese Witherspoon, Michael Peña.
Chris Pine. Tous aussi bien travaillés. Et les uns Mindy que les Kaling autres. quand même, parce que c'est la première fois que je le vois dans un cinéma en France. Voilà. Qu'as-tu pensé d'un raccourci dans le temps ? Pourquoi ? Voilà, c'est juste pourquoi ce film ? Pourquoi qu'est-ce qui est passé dans il y avait pas Madame Pourquoi, il y avait Madame Qui par contre. Non, mais c'était un quiproquo sur chacun des éléments de ce film, c'est un pourquoi. Pourquoi Disney ? Pourquoi t'as fait ça ? Je comprends pas. J'avais l'impression que c'était. Est-ce que c'est une adaptation ? Oui, c'est une adaptation. D'un roman. Ouais. Mais pour quel âge en fait ? Il y avait même eu un téléfilm. Les 0 à 3 ans, on m'avait dit. Ouais, un truc comme ça. Non, mais c'est vraiment. Mais. Franchement, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir dans un bouquin un livre que j'aimais pas et que je pouvais pas essayer de tourner les pages pour aller plus vite pour voir comment ça finissait. Pourtant, ça raccourci dans le temps. Ouais, mais j'aurais bien aimé en prendre un autre. Est-ce que vous avez déjà vu un film au signé ? Non, pas souvent. Pas souvent. C'est assez rare. C'est assez rare. Je dois être dans le top 5 des films niais quand même. Ah ouais, moi c'est pas le premier mot qui m'est venu à la bouche. Tout le monde il y a marqué niais au moins. C'est pour ça que il y a niais et niaiserie dans mon. C'est pour ça que je me suis vraiment posé de suite la question, est-ce que c'est une adaptation, parce que ça sentait vraiment le roman de merde, disons-le. Peut-être que le roman est mieux. Facile, le scénario facile, mais... l'histoire est facile comme tout. Enfin, ils cherchent même pas. Au bout d'un moment, ils passent d'un endroit à un autre. Ils disent même pas pourquoi, c'est quoi le but. Enfin, non. Enfin, il n'y a pas d'enjeu dans ce film. Non, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de. Mais c'est ça climax, le problème. Rien, en fait, il y a beaucoup trop de choses qui ne fonctionnent pas. Ouais, là, tu parles d'un méchant dans le truc, mais en vrai, il n'y a pas de méchant où il arrive dans les 10 dernières minutes. Donc, déjà, tu n'as aucune tension. Tu as des personnages qui ont clairement besoin de flashbacks et tout. Genre le troisième garçon, Calvin. Lui, comme on l'a pas trop introduit, il y a un moment, ah tiens, on va faire une petite piqûre de rappel et on va voir que son père le maltraite et tout. C'est tellement niais, ça aussi. 17 sur 20, des 16 et demi. Tu n'as eu que les félicitations. Mais papa, il n'y a pas plus. Ça fait rien, t'inventes. Il fallait inventer un truc pour toi. Il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent pas. Il y a un très très gros problème de rythme. On se fait rapidement chier. C'est peut-être dû au fait que le film met 10 plombs à démarrer en vrai à partir dans ce raccourci. C'est vrai que l'introduction est très longue. Pourtant sur le papier, je trouve qu'il y avait de quoi pouvoir m'intéresser, en tout cas personnellement. J'ai bien aimé, tu vois, les thèmes cachés un peu évoqués par le film. On parlait de la fin, Gaël, au moment où la jeune fille afro-américaine, du coup, qui est Meg, qui est jouée par Storm Reid, voilà, qui joue tout le temps dans les trucs Disney, elle fait face à une elle, mais occidentalisée, on va dire, et du coup, elle a le choix de soit partir avec cet idéal-là et devenir un peu plus occidentale, ou sinon rester comme elle est avec ses racines. Et on sent du coup que c'est un petit peu un discours sur ça, sur cette sur ce face-à-face, on va dire. Ça c'était très bien. Et ça c'est peut-être l'influence d'Ava DuVernay, après je sais pas, et d'un autre côté en fait c'est que j'ai trouvé la mise en scène incroyable, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça vraiment, que ce soit les décors, il y a des très jolies idées dans les décors, mais surtout dans la mise en scène, la façon juste de filmer un champ contre champ, ou genre des dialogues et tout, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Par exemple, t'as un plan où t'as une super grande non, c'est l'inverse, t'as pas de profondeur de champ en gros, donc l'image est toute floue pour faire simple, et t'as deux personnages à l'extrémité des cadres, juste leur visage qui se parlent. J'ai trouvé ça très beau. Il y a l'utilisation de la double focale et ça j'adore, et je trouve ça toujours très classe et tout, et qui est merveilleusement bien utilisé à un moment. Il y a un truc sur la géographie des espaces et tout, parfois c'est bien fait, et d'un autre côté t'as ce scénario indigeste qui fonctionne pas, et qui fait que le film est vraiment mauvais, mais vraiment il y a quelque chose à la mise en scène. Moi j'avais jamais vu aucun film d'Ava DuVernay, et ça me donne envie de voir par exemple Selma, si c'est aussi dans le même esprit, au niveau de la mise en scène, tout ça, mais voilà. Mais là, moi je trouve que graphiquement, même si peut-être la réalisation dans les champs contre champs tout ça va, mais graphiquement, esthétiquement, tout ça, les effets spéciaux, c'est horrible. Oprah Winfrey qui fait 10 mètres de haut, putain, mais c'est quoi ce truc ça sort de nulle part. C'est sa campagne électorale. Oui, je pense que c'est ça. Comment ça l'a mené dans le film. Oui, complètement. Et puis le truc de changer 40 fois de costume aussi, ça me saoulait au bout d'un moment, d'en voir 25 là, elle change pour. Mais c'est juste que c'est inutile en fait, tout est gratuit. Oui, c'est ça. Rien chaque élément finalement. Et puis ce méchant.
Il n'y a pas vraiment de méchant. Voyez pas... c'est Charles Wallace le méchant. Non mais vraiment le méchant c'est le fait d'être le mal. Oui, non mais on est d'accord que parce que quand ils montrent des humains, c'est vraiment juste le côté négatif des gens. C'est ça le problème, c'est que c'est censé être le plus grand méchant de l'histoire, le mal finalement. Oui, mais le mal, enfin le mal est partout, c'est bien connu. C'est dans Double Zéro. Je préférais que ce soit moi qui gagne le truc que quelqu'un d'autre, enfin des trucs ridicules, au pire montre des guerres, des trucs comme ça. Pour moi, si tu dis que c'est chez l'humain, mais montre pas la jalousie de quelqu'un dans un bureau là. C'est ça, complètement. N'importe quoi. Vraiment, à un moment, il y a de la jalousie des profs. Mais je veux dire, même pas ils font un truc méchant, juste ils aiment pas un peu jaloux, des pauvres. Ils montrent ça un peu ridicule. Ça, c'est dans la scène. Ah bah, il y a Zach Galifianakis aussi. Effectivement. Voilà. Qui a maigri, hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Je l'ai pas. On est content. Je l'ai pas super. C'est vrai qu'il a maigri. On parlait du rôle de la mère aussi, juste en ouais, ça c'est très important. J'aime beaucoup l'actrice, moi je l'aime d'amour, je l'aime beaucoup. C'est terrible, c'est terrible. Elle attend son retour de son mari depuis 4 ans. C'est du gaspillage. C'est quand même un génie, beaucoup plus que son mari, puisque c'est vraiment grâce à elle qu'il y a tout ça. Elle a quand même une famille que elle protège, etc. Elle n'a pas abandonné. Et puis on s'en fout. Et puis lui il revient. C'est pas sur ça aussi. Et on voit qu'il y a eu un truc de mal, mais quand même on va le pardonner. Et c'est genre extraordinaire au bout d'un moment. Pourtant je trouve que le film était plutôt féministe pour au moins le personnage principal et les valeurs étaient cool, déjà de voir des Afro-Américaines, c'était super cool et tout. C'est pas sur le film, mais pas sur ça, je pense aussi. Mais il n'y a pas besoin d'être sur ça en fait, pour montrer juste que c'était bien quoi. Il n'y a pas besoin d'être sur. Il y a d'écriture à faire sur elle. Ouais, je pense qu'il y a pas besoin de dire. Qu'est-ce que vous vouliez montrer sur la mère, ça je veux savoir. C'est juste qu'elle est quand même assez indépendante et forte quoi. Ça fait 4 ans qu'elle a plus de mari qui protège sa famille. C'est incohérent en fait. Et à la fin il revient et juste elle s'effondre dans ses bras, elle est contente. En plus, et puis même c'est inintéressant. Enfin, ce qui est intéressant c'est de montrer la personne qui a eu le génie de faire tout ça du coup. Donc c'est dommage. Mais là c'est sur le problème du scénario de base, mais ça veut dire que tu pars pas forcément dans le raccourci dans le temps ou. Mais si, bien sûr que si. Attends, mais on dirait qu'il n'y a pas moyen de la montrer plus. Mais pour toi c'est le maximum qu'on peut montrer là. En gros tu veux montrer leur voyage aux enfants. Mais d'un autre côté, la mère. Non mais déjà, ils auraient pu très bien l'intégrer, admettons, au voyage. Et peut-être pas faire les mêmes choses, etc. Peut-être mettre un truc en avant pour les enfants et tout, mais l'intégrer. Et puis même, là, c'est vraiment avant, après, quand même, tu es un génie, on le dit à vote. Il n'y a rien de la mise en scène. En plus, on sait que tout vient du fait que Chris Pine fait une erreur et fait parler son ego, et en fait, au final, à la fin, tout va bien pour elle. Le problème, c'est que si elle fait l'aventure avec eux, il n'y a plus ce côté, genre, les enfants mais il y a plein de moyens de montrer. Non, mais il y a plus ce côté, les enfants face oui, mais il y avait plein de moyens d'intégrer différemment. Des lignes de dialogue un petit peu plus construites. Après, on va pas écrire le scénario là, mais il y a juste plein de moyens de faire. À la fin, il dit bien que ses calculs étaient exacts, donc c'est elle qui a fait la découverte. Oui, là, c'est ça, mais ça, on ne comprend pas tellement. Moi, je pense que dans le scénario, ce qui aurait été mieux, c'est qu'elle parte, ce soit elle qui disparaisse en fait. C'est un problème du rebond de base, je pense, du coup. Certainement. Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'en fiche d'où vient le problème. C'est comme Hostile quand on disait est-ce que c'est le genre, je crois que, en gros, il y a un problème, c'est qu'il y a un potentiel énorme dans ce personnage. Et on s'est sous-exploité à fond. Et dans l'actrice, et on sous-exploite totalement ça pour. Encore accentué sur le père qui a abandonné sa famille, mais en même temps, vous comprenez, c'est pour le travail. C'est un héros quand il revient. C'est pour le travail. Non, mais c'est vrai, c'est toujours la même histoire. Vraiment, c'est fatigant. Mais non, mais t'aurais pu avoir un film qui insiste sur la relation entre les deux parents. Là, tu l'as pas tellement. T'as l'impression qu'il n'y a pas une relation et qu'il y a ce manque. C'est plus, en fait, le problème que tu soulèves, c'est que c'est plus un manque d'autonomie et d'autorité qu'on a l'impression que la mère a, plus qu'un manque d'affection. Enfin, plus qu'un manque genre mon mari est plus là. Oui. C'est plus comment je fais, mon mari est plus là. C'est pas il me manque machin. C'est ça qu'on comprend pas. Et puis même moi Chris Pine quand il revient tout ça. Moi je m'en fiche de lui quoi. On s'en fout de lui. De ouf. Oui. Et juste du coup pour revenir pour Tomb Raider justement, par contre ce qui était bien c'est que là au moins la jeune fille je sais plus le mot, je sais plus, oui. Elle était indépendante par rapport à son père sur ses choix à la fin. Elle s'émancipe face à son père, alors que Tomb Raider, ce qui m'avait dérangé justement c'est que jusqu'au bout elle a besoin de l'approbation, alors que là évidemment elle s'est dit non, il n'y a pas besoin de l'approbation, mais du coup c'est trop dommage pour la mère parce qu'ils étaient à ça de faire un truc bien. Ouais, c'est ça. En plus, c'est trop con parce que pour une actrice comme ça, c'est du gâchis. Moi, je suis de toute façon, tous les acteurs sont sous-exploités. Je pense même à Michael Peña qui est là genre juste pour cachetonner. Peut-être moins Charles Wallace. Peut-être moins. La future star du film. L'explosion. Je pense qu'on a fait le tour de ce film, non? Attends, moi je regarde. Tu vas encore dire des trucs?
Mais les dialogues aussi qui étaient très nuls. En même temps, la VF n'aidait peut-être pas, je sais pas. Non, mais en anglais, c'était mais pas. quand même, c'était pas tellement- c'était Ah, et quand même, si. Ultra le bien, générique. Ah oui, Ah, le générique, évidemment, j'ai noté en plus. Nul, mais Non, niais et mais niais oui, aussi. non, mais- Je sais pas comment t'as Mais fait une pour petite pas touche d'humour avoir à la le fin, ça premier fait mot du bien. niais qui se venait, parce que pour moi, c'est vraiment. Le film, c'est niais en premier. Même si la Non, mise en scène, mais- ouais, j'étais mais je- d'accord sur le fait qu'il y ait des efforts et tout visuel, mais. Enfin, surtout, moi, ce que j'avais mis pour le visuel, c'était le monstre salade. Oui. Le monstre Ça m'a salade. beaucoup plu. Ah, Oui, j'ai pas trop ça. Mais moi, ça. Ah, ça m'a beaucoup La plu. feuille, là. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage, on s'en fiche en fait. Pareil, Ouais. c'est 2 secondes et puis. Non, mais de toute façon, y a c'est pas des vrais d'univers créé. rapaces, hein, les trois là, on en avait parlé aussi. Ah, je les aime pas du tout. Quand Elles sont- chacun donne un cadeau finalement. Il y a Ça Mindy fait vraiment Kaling. l'effet de la Belle au Bois Non, dormant, quoi. mais Mindy Ah ouais. Kaling donne vraiment un cadeau, genre elle donne des lunettes de vision nocturne. Mais elle, c'est la mieux en fait. C'est Voilà. la mieux. Ah oui, dans c'est le vraiment la personnage, mieux. comment elle est construite, tout. Reese Witherspoon, elle est tellement chiante. Et Oprah Oh, Winfrey, juste, insupportable. elle dit moi je vais vous donner mes conseils. Voilà, c'est ça. Je veux dire, Et même elle dit pas de conseils en plus, elle dit juste qu'elle donne leurs conseils. Non, mais C'est vrai que c'était madame qui parle en citation, c'était peut-être la plus C'était la plus originale et la intéressante, plus construite, ouais. Moi, j'ai pas aimé. Mais celle Enfin, qu'on voit je le trouve les moins. 2 autres étaient Celle qu'on voit le moins. superficielles parce que. Bah, je sais pas, il y avait rien, c'était pas construit. Non. Mais même l'univers entier n'était pas. Pour moi, c'était superficiel. Et Ouais. j'avais fait remarquer, pour les gens qui connaissent, on sait jamais, que la structure était la même que les catalogues de Leclerc que j'achetais, qui étaient en DVD, enfin en VHS à l'époque, que j'achetais quand Ah, j'étais t'es petite. vieille. Oh, Lisa. Ouais, je suis une vieille, ouais. Parce que quand j'étais petite, ouais, j'avais. En gros, Leclerc faisait chaque année des VHS pour vendre leurs cadeaux. Ouais. Et moi, je m'en apercevais pas que c'était des catalogues. Je pensais que c'était une histoire de ouf. D'accord. Et en fait, c'est la même structure, c'est incroyable. Ah Donc bah, bon, il y a peut-être une corrélation à peut-être que faire. c'est un comme ça. plagiat, hein. Il y a tellement de plagiat en ce moment. tu C'est sais. possible. Ouais. Moi, Ça- je peux être chiante sur un détail. Sois Bah chiante. vas-y. hein. Ils vont, donc on est d'accord qu'à la fin, ils vont sur la planète des ténèbres. Ouais. Oui. C'est pas censé être un truc C'est des la ténèbres plage. ou C'est justement. la plage, Ouais, mais c'est tranquille. fait exprès, ils te trompent Y a rien, ouais, ils te avec trompent. des images. Mais c'est Mais la gratuites. scène dans la salle blanche, par contre, De- ça c'était Ah, sympa. Quand voilà, elle moi monte aussi, les je me faux suis- ça, escaliers j'aime bien. invisibles, ça c'était sympa. Bah, ça va faire Ouais. Et on penser à sent vice-versa. qu'elle a une espèce d'intelligence. Pour ça. Enfin, Ouais. qu'elle Ça, c'est un c'était peu bien un génie comme les parce que parents. quand elle et- dit par contre, je vais calculer Ouais. La masse par La rapport. masse, la vélocité, comment ça, la Vélocité, ouais. de ça à 1000 mètres par seconde, ok, on y va. Là, c'est bizarre. Oui, Alors que c'est un là, peu dans bizarre. cette salle, c'était plus C'était sympa, construit. ouais. C'était, ouais. Parfait. Bon bah on a. J'arrive à la Bonsoir. fin. Bonsoir. qui fait genre. On a fini donc avec un raccourci dans le temps. De toute façon, il y avait pas, c'est pas super intéressant. de toute Non. façon, Non. La Bah, pas conclusion, tellement. c'est Il y Si, avait pour le quelque chose- générique, il y allez avait voir pour le des choses générique, à c'est dire. assez drôle. Non, quand même. non, Non, mais non, ah, non, je non, préférais le générique de La Belle et la Bête qui est encore plus niais et encore plus mauvais. mais La Belle et la mais Bête, j'en c'est avais super déjà niais aussi. parlé. Mais ça, Mais c'est un problème Disney. Hein, donc, c'est inhérent à Disney. Non, mais en plus, je suis restée dans la salle pour voir s'il allait se passer un truc parce que vous m'aviez dit de rester pour le générique. Bah, et moi, quand j'attendais. même, mais Lina, c'est le il générique arrive de de ouf. ouf. Moi, Attends, mais j'attendais, incroyable. j'attendais. Je magnifique, pensais le voir un générique. truc et en fait. Il y a non. des paillettes partout. Mais oui, c'est beau. J'étais C'est déçue, beau. j'étais déçue. On va passer donc à un film brésilien, Les Bonnes Manières de Juliana Rojas et Marco Dutra. Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho. Boa noite. Aproveita que é pequeno. – 28 semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É. Dormiu bem? Eu sou esquisita. Você anda pela casa de noite. Ana? Ele tá enorme. Olho grande, boca grande, mão grande. É um menino forte, Ana. Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de Sao Paulo, est engagée par le riche et mystérieux
Parce que... La riche. Je ne sais pas pourquoi ça m'a mis ça. Non, c'est ça. Faute de frappe. T'inquiète, reprends-toi, Anna mon petit comme gars. la nounou de son enfant à naître, alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crise de somnambulisme. Donc c'est un film, Les Bonnes Manières, qui est un film franco-brésilien, production franco-brésilienne, mais qui se passe au Brésil, donc de la réalisatrice Juliana Rojas et Marco Dutra. Prix du jury à Gérard Armé. Exactement. Ah ouais, les embrasses à Gérard Armé. Ok. Qui souhaite commencer sur ce film? Gaëlle, Moi, vas-y, je veux bien. débute. Alors déjà, je pense que c'est un film qui va marquer mon année. Même si je sais pas, même si j'ai des défauts à dire, je pense que c'est un film marquant pour moi. Simon, j'ai l'impression que j'ai pas d'accord direct. Ah, d'accord. Petit jeu de mots que j'ai pas compris. Richard Marquand, qui a réalisé Star Wars 6. Ok, cool. Le prof de Jean-Luc. Donc, je vais commencer par dire, allez voir. Voilà, même si je vous donne pas d'argument, vous êtes obligé de m'obéir, c'est comme ça. Non, j'ai vraiment adoré le début, précisément le début. Au début, j'étais vraiment passionnée, quoi. J'étais intriguée et tout, alors que c'était des chants contre chants, des trucs finalement assez banal, voilà. Mais j'étais hyper passionnée et ça m'a fait un peu la même impression qu'avec The Lobster. Le début m'avait passionnée et un peu moins à la fin. Donc j'ai quand même envie de retenir le positif du film, mais voilà. Donc la mise en scène est hyper prenante et tout, elle est vraiment au service des personnages. Comme je disais, le chant contre chant, alors que c'est vraiment très très simple, mais pendant l'entretien entre les deux personnages principaux était super cool. Les dialogues sont super bien écrits aussi, très naturels. Les actrices, forcément, les interprètent super bien. Super bien. Ouais. Elles sont vraiment hyper justes et on sent qu'elles ont réfléchi à à leur personnage, etc. Et que là, elles se laissent glisser par le. Surtout, moi, je trouve que c'est surtout Anna, même, parce que je trouve que c'est celle qui a le personnage le moins évident. Effectivement, c'est moins évident. Plus facile à mais je trouve que quand même, c'est. Genre, je pourrais pas du tout savoir sa personnalité dans la vraie vie, par exemple. J'aime bien me dire ça dans des acteurs et actrices. Quand je me dis, je me montre vraiment comment ils sont dans la vraie vie, c'est que pour moi, ça va un truc spécial, quoi. Ouais. Et je trouve que ce qui est super intéressant, c'est que le genre, d'abord, il est hyper latent. On le sent pas venir forcément, on le sait, mais il attend, quoi. Oui. Il y a quelques musiques ou quelques longueurs de plans qui peuvent des fois nous intriguer, etc. Puis après, il est tellement démontré aussi. En gros, c'est un grand écart, quoi. Après, c'est clair, on voit le surnaturel, etc. Et c'est hyper cool, je trouve, parce que dans les deux cas, j'aime les films qui sont très subtils sur ça et les films qui osent montrer. Donc là, on a les deux en un même film, quoi. Et du coup, c'est aussi un film à deux parties. Puisque est un peu inattendu finalement la deuxième partie, je trouve. Et à la fois ça fait sa qualité et à la fois ça son défaut, c'est-à-dire que la deuxième partie, tellement qu'elle était inattendue pour moi, que d'un coup ça m'a paru long, alors que j'aurais pas pensé. Le film aurait dû finir la première partie. Pour moi le film aurait vraiment été bien avec la fin au niveau du, même si du coup la deuxième partie a plein de qualités, mais après la danse, sans spoiler du coup, après la danse de la deuxième partie. Absolument. Je trouve que ça paraissait une fin, c'était pourtant, tellement précis. Ça relance bien le film. Et pourtant, ça relance très bien, mais c'est juste que c'était suffisant, complètement suffisant. C'est ça. Et je trouve que la romance aussi est inattendue. Les musiques sont très cool. Et la ville, contrairement à Simon, je la trouve hyper bien filmée. Un peu cartoonesque, mais dans le bon sens du terme. Et surtout la partie où elle habite, là, on voit les mêmes plans revenir pour montrer où elle habite, la babysitter. Ça fait vraiment penser à un film coréen et tout. The Chaser. The Chaser précisément, mais avec la pluie comme ça et tout, et les lumières sont hyper bien. Ça rend hyper bien à l'image, quoi. Il y a une vraie atmosphère, les personnages et l'univers sont super bien. C'est vraiment une création de tout ça, quoi, dans un même film. Et comme je disais, le plus gros problème, c'est le rythme, mais on reste quand même dedans. Enfin, moi je m'ennuyais pas, c'est juste que je me disais, mais c'est bizarre, ça se finit pas là. Ah, mais c'est bizarre, ça se finit pas là, etc. Quand même, hein. Mais ça a un peu le même problème qu'un raccourci dans le temps, le rythme est bizarre. Pas la même qualité de film quand même. Ouais, quand même. Non, oui, je suis d'accord. Et du coup, je trouve que aussi ce qui était trop cool, moi qui insiste beaucoup sur ça, c'est que c'est un film qui fait preuve de féminisme, mais en plus que de féminisme intersectionnel, puisque pour moi le personnage principal c'est tenu par une femme noire. Et qui en plus n'est pas forcément dans les canons habituels puisqu'elle a les cheveux rasés, etc. Et du coup, pour moi, c'était hyper agréable de voir un film comme ça autour de deux femmes, etc. Et en plus, de se dire que vraiment, le propos pour moi, je le ressentais comme ça, c'était on n'a pas forcément besoin d'hommes pour ni avoir des enfants, ni pour... si, littéralement, mais ni pour avoir une romance, ni pour s'occuper d'enfants. D'ailleurs, il y a très peu de personnages masculins dans ce film. Il y a très très peu. Et d'ailleurs, l'arrivée de. À part Charles Wallace, finalement. Charles Wallace, il est partout. D'ailleurs, l'arrivée de on va dire, la genèse de ce fils, la création est
l'esthétique de cette présentation est vraiment fabuleuse parce que ça arrive par de l'animation picturale et on s'y attend pas du tout, ça revient pas, mais ça apporte toute sa richesse au film, qui est un film musical, qui est un film de genre, qui est une romance aussi. Toi t'as lu le truc du Diago là, il y a marqué ça, j'ai vu. Non. C'est lui qui l'a écrit en fait. Donc fais attention. Non, c'est pas non. Non mais c'est vrai que la partie un peu comédie musicale qui arrive comme ça aussi, pareil, l'animation, enfin tout est. Quelle partie comédie musicale? Non mais c'est pas une grande partie, mais il y a un moment un effet comédie musicale. Mais ouais, tout est un peu exceptionnel, mais hyper bien géré, je trouve. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Gaël. Moi, le film, il m'a vraiment désintéressé. Je sais pas, je pense que c'est peut-être pour ça. Non, mais je pense que le film ne m'a pas intéressé. Et c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était aussi pour un film brésilien et c'était Aquarius. Donc peut-être que j'ai un problème avec les films brésiliens. Pourtant j'adore par exemple le Brésil. La cité, mais La Cité de Dieu, je trouve ce film vraiment incroyable. Mais pour revenir aux bonnes manières, et pour avoir de bonnes manières, outre que le film ne m'est pas forcément intéressé, je trouve que comme toi Gaël, il y a des images qui restent en tête et il y a des choses qui vont me rester en tête. Et oui, tu parlais de la ville, comment elle a été filmée, je sais que c'est fait exprès et tout, mais je pense que là c'est vraiment purement personnel, c'est que ça m'a pas plu de voir un truc aussi pas naturel comparé à ce qu'on avait, parce qu'il y avait des images quand même, c'était de réalité et tout, et le décor de la ville, ça faisait beaucoup trop faux et moi ça me sortait un peu du truc, mais là c'était vraiment purement, c'était mon ressenti personnel, mais sinon il y a des choses qui fonctionnent bien, le mystère au tout début, ou le fait que voilà, à la moitié du film il y a quelque chose qui se passe, hashtag psycho, hashtag Alfred Hitchcock, voilà. Turnover. Un turnover, encore une fois, c'est de semaine en semaine. Il y a des scènes moi qui m'ont fait penser à Grave d'ailleurs, je sais pas si Grave. Dans le dégoût de ah oui, complètement. Ah oui, c'était vraiment de filmer la viande était terrible. Je me suis dit que si j'étais pas vegan, j'aurais pas pu manger de viande de toute façon après. Marie nous a dit qu'elle allait manger à McDo, on doit dire Quick, KFC, c'est ça, on doit dire Subway. Et du coup mais j'ai mangé du poulet, je vous dis, j'ai mangé du poulet, je peux pas la viande rouge. Ah ouais, ça m'a dégoûté quoi. Ah non, oui, c'était vraiment filmé d'une manière, c'était réaliste mais le fort, sang, tout ça, ça m'a donné envie d'en manger plutôt. Oh là là. Moi j'ai pas trop compris le propos, si c'était pro ou pas anti, mais ça disait que tu avais besoin de manger de la viande quand même, parce que quand il est avec son pote à l'école et que son pote est dégoûté parce que mange l'enfant. Mais c'est les enfants, ils sont comme ça aussi. Non, bien sûr, mais du coup je cernais pas trop le propos. Mais quand il en mange, là aussi c'est là où ça devient le bordel. Oui, non, mais ça faisait penser à Shrek d'ailleurs. D'un côté je comprends en fait, parce que moi aussi je me suis demandé, parce que d'un côté il devient lui-même aussi. Oui. Donc c'est un peu c'est ambigu, je savais pas moi aussi où me positionner par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la fin on se disait peut-être qu'il se positionne il vaut mieux se calmer, et à la fois il faut mieux être soi-même, enfin, c'est un peu le propos du film, parce que t'as l'impression que, bon, sans trop en dévoiler, que tu dois être bloqué, tu dois être enfermé pour ne pas être toi-même tout le temps en fait. Oui, ça aussi, oui. C'est le propos du film, donc la morale c'est que si on t'aime bien, si la mère l'aime bien, il faut qu'elle indique ses mauvais côtés de nous-mêmes qu'on doit aussi cacher, ce qui paraît logique. Moi je cache rien. Je sais. Sinon un dernier mot, donc Nina et Marie vont pas trop parler. Nina, vas-y Marie, c'est toi qu'on n'entend pas beaucoup. Moi je suis absolument de l'avis de Gaël sur tout, c'est-à-dire que l'acte 1 toutes les semaines c'est pareil. Quoi? Non mais je remets pas en cause, mais la prochaine fois on en prend une des deux. Je suis sûre que Marie était beaucoup plus énervée avec moi pour Marvin par exemple. Ah mais là c'était purement personnel, ça touchait au cœur, voilà. Non mais l'acte 1 est absolument passionnant, les actrices sont fabuleuses, le personnage principal est extrêmement bien écrit, et moi j'aurais arrêté le film au tout début de l'acte 2 pareil. Juste qu'on voit ce qui est advenu des personnages et qu'on arrête le film et qu'on laisse place le reste à l'imagination, même si l'acte 2 m'a quand même intéressé, pareil à la fin je trouvais que ça faisait un peu long et pas forcément obligatoire à voir en fait. Mais vraiment on se demande si les réalisateurs n'ont pas fait chacun un acte, parce que je trouve qu'ils n'ont rien à voir entre eux. C'est vrai. De la réa, de l'ambiance, du genre. Me dites, ça me fait penser un peu à Une nuit en enfer du coup, qui avait été fait comme ça. J'avais jamais pensé, mais c'est hyper intéressant, c'est ça.
Où Tarantino il fait le premier acte et l'acte 1 a été fait par la femme, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et l'acte 2 par le réalisateur. Ouais, c'est ce qui serait logique dans les. Il y a beaucoup de choses qui changent. Enfin, l'ambiance, les couleurs, la façon de traiter les personnages, le jeu d'acteurs aussi. Non, mais ils avaient la même équipe derrière, ça se sent parce que esthétiquement. Oui, mais bien sûr, ils vont pas non plus dire bon, on fait ce qu'on veut. Non, mais c'est ça. Chacun fait de son côté. Je trouvais que c'était assez discret et moi j'ai préféré la partie 2 en fait. Donc, ah ouais, c'est fou. Parce que j'ai trouvé que c'était là où vraiment le genre prenait le pas sur le film. Et même s'il y avait des petits éléments, des petits items au début, c'est-à-dire la boîte à musique, un élément classique des films un peu fantastiques, tout ça. Je trouvais que c'était beaucoup trop discret et beaucoup trop souterrain, voilà. Et alors que dans la partie 2, même sans non plus recouvrir toute la partie 2, je trouvais que ça prenait place et c'était une bonne fin. Mais après au final c'est peut-être parce que les deux moi je trouve que les deux étaient vraiment super bien en vrai, mais les deux sont hyper intéressantes. C'est juste que moi je pense que ce qui allait pas, c'est pas forcément la partie 2, c'est plus le fait qu'on a l'impression que c'est la fin. Enfin, en gros, il y a une genre de baisse de rythme. On sait pas exactement ce qui fait ça, mais et même pendant la partie 2, plusieurs fois, je me disais, bon là, ça va se finir. Ouais, là, ça va se finir. Bon, non, ok, là, non. Le mélange des effets spéciaux aussi était intéressant. Mélanger le numérique et. C'était pas mal. Je trouvais ça super bien fait, enfin, la bête du coup. Ouais, très très bien. Je l'ai trouvé plutôt réaliste, mais en même temps pas trop. Du coup, je trouvais ça assez intéressant. C'est intéressant du coup, ouais. Enfin, cette espèce d'aspect, au final, je trouvais ça plutôt intéressant. Juste un dernier mot, est-ce qu'il y a autant de pleine lune dans une semaine? Non mais ça aussi j'ai pas. Alors là, j'ai pas compris. Ça m'a vraiment pas. Moi je suis pas sûre. Non, il y en a 3 qui s'enchaînent beaucoup trop vite. Mais normalement c'est pas genre une par mois ou par 3 semaines. Non mais c'est pendant 3 jours déjà. Non plus, ça m'a un peu sorti. Ça m'a vraiment sorti du film aussi, ouais. Mais c'était bien d'utiliser un truc genre classique du loup-garou pour voilà, mais c'est vrai que. Un dernier mot peut-être sur les bonnes manières avant de. Bleu. Okay. Oui, on aime ce mot ici. Non, je vais vous demander du coup de faire place. Partir, pour Louisa et César qui viennent nous présenter donc le festival Terre en Vue, donc qui aura lieu du 4 au 5 avril. Donc c'est en partenariat avec la médiathèque Fellini. Bonsoir Louisa, bonsoir César. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce qu'on peut présenter ce festival qui est trop peu connu et si peu connu à Montpellier? Ouais, à la base c'est un festival qui a été mis en place par rapport à un cours à Polva. Voilà. Et du coup en fait le truc c'est de faire un parallèle avec la médiathèque et la fac pour que justement il se passe un peu plus de choses, soit plus concret. Et du coup ça fait quelques années que ça a été mis en place et en fait du coup le concept en gros c'est de prendre un thème, par rapport à ce thème là trouver des films qui correspondent au thème par rapport au stock qu'a la médiathèque. Et de ce fait, on prend ces films et on fait quelques soirées par rapport à ça avec des intervenants. Comme ça, il y a un débat à la fin du truc. Et du coup, ce thème cette année, c'est l'environnement. Ouais. L'environnement. Louisa, est-ce que tu peux nous présenter un peu les films en compétition, les films présentés, pardon Ouais. Du coup, c'est sur 2 soirs, donc mercredi 4 avril et jeudi 5 avril. Et il y a un film par soir avec une intervention et un débat à la fin. Et donc il y a Souviens-toi de ton futur d'Enora Boutin, qui est un film, un tout premier film de la réalisatrice qui est en fac à l'école de l'ESSAV à Toulouse, qui est une école de cinéma. Et le deuxième, c'est un film qui fait partie du coup de la bibliothèque de la médiathèque Fellini et qui s'appelle L'entrée du personnel. L'entrée du personnel de Manuela Frésil, voilà, réalisé en 2011. Donc 2 films qui sont assez courts. J'imagine dans la suite de ces séances, il y a un débat à chaque fois autour du thème de l'environnement. Donc c'est des débats qui sont animés par des personnes qui, j'imagine, donc selon le film, donc ont une importance. J'ai entendu tout à l'heure donc pour le film sur l'abattoir, l'entrée du personnel, il y aura un débat sur ce sujet. Qui vient en parler? C'est René Carillo. Ouais, c'est le grand-père de Romuald, donc c'est un de nos collègues qui s'occupe des festivals. Et du coup, c'est lui qui va. C'est un film en fait qui parle vraiment de l'abattoir et plus du personnel de l'abattoir, du coup, comme le titre l'explique. Et vraiment, on voit que autant les animaux que les employés souffrent autant. Et du coup, en fait, le grand-père de Romuald, vu qu'il avait l'air vraiment en train à ce genre de sujet, on s'est dit que ce serait une bonne personne pour faire débat par rapport à ça. Et c'est vraiment un film qui
qui approche de manière différente les abattoirs, parce qu'on a quand même l'habitude de voir pas mal de films qui tournent sur YouTube, sur Internet, des horreurs qu'on peut faire sur les animaux, mais là c'est vraiment plus centré sur le personnel et du côté social et des travailleurs, quoi. Du coup, voilà. C'est un film réalisé dans l'optique, en partenariat peut-être avec L214 ou pas du tout? C'est pas du tout ce sujet-là qui est traité, c'est-à-dire. Non, pas du tout. C'est vraiment montrer comment le personnel souffre dans l'abattoir en fait. Enfin, il a été fait que dans cette optique-là. Un peu comme Corps et âme, dont on avait parlé un peu le film. J'ai oublié la réalisatrice qui avait l'Ours d'Or. Et donc pour le premier film donc, de Enora Boutin, donc Souviens-toi de ton futur, qui vient en parler après. C'est Alain Devecchio qui est animateur et coprésident de l'association Les Semeurs de Jardin, qui est une asso sur l'agriculture écologique, la permaculture. Voilà, en fait, on a voulu avoir la réalisatrice sur place, mais elle est sur une autre projection en Dordogne, parce que c'est quand même un film sur les agriculteurs écologiques, écolos dans la région, en Dordogne. Et du coup, on s'est rabattu vers des personnes qui en savaient beaucoup sur ce sujet-là, et donc on a trouvé ce super animateur qui va venir nous présenter et débattre sur ce film. Ce sera des projections qui seront à Fellini aussi ? Ouais, les 2 soirs. D'accord. De 18h à 20h30, 21h. Très bien, mais merci. Donc c'est le 4 et le 5 avril c'est ça. pour ce film. Merci Louisa et César d'être venus en parler. Un dernier mot peut-être sur le festival Terre en Vue. Venez nombreux, ça nous ferait plaisir. Et voilà. Mais merci. Est-ce que vous restez pour le quiz, j'imagine? Je suis pas au courant. Ouais. Vous êtes chaud? Vas-y, hein. C'est surprise en général. Moi, ça va bien se passer. Très bien, on passe au quiz. Yes, I. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Est-ce que Stevie est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, Frédéric, je ne sais pas. Quel est le prénom de Miu Miu? Le quiz de Cinémascope. Alors, ce soir, on va faire 3 équipes quand même si on n'est pas nombreux. Parce que j'ai envie de te voir te débrouiller tout seul, Raphaël, ce soir. Donc Raphaël, tu seras tout seul contre César et Louisa, du coup, c'est ça? Ouais. Ça va être compliqué. César et Louisa. Gaël et Nina feront aussi équipe. Pas de chef d'équipe, tout le monde sera chef d'équipe pour ce soir. Bon, Raphaël, normal. On va d'abord commencer par une musique de film. Alors, je peux juste annoncer le titre du quiz. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. C'est Make to My Quiz. Oh, wow. J'ai beaucoup ri en l'écrivant. Voilà, je voulais juste le dire. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel du jeu? Alors vous allez voir, ça va être des questions, ça va être simple. D'abord on commence par une musique de film du coup, et il faut dire le plus rapidement la réponse. Dans quelle œuvre entend-on cette partition? Pacific Rim. Ah putain, wow. Ça m'est venu comme ça, je savais pas du tout. C'est encore avec l'actu. De Guillermo del Toro. La suite est de retour sur nos écrans depuis mercredi dernier. Quant à Ramin Djawadi qui composait la musique du premier, on a pu le réentendre cette semaine avec un raccourci dans le temps. C'est lui qui composait la musique, voilà. On passe à la question. Ouais, il y aura des propositions et là chacun. Ne répondez pas avant les propositions. Voilà, et chaque équipe pourra choisir une proposition, bien sûr. Alors, question. Avengers Infinity War est sur le point de sortir sur nos écrans. Alors qu'il a été décidé que la phase 3 des films de l'univers Marvel se terminera après Avengers 4, un acteur a décidé qu'il ne reviendrait plus pour la phase 4, abandonnant son costume de super-héros. Qui est-ce? Proposition. Mark Ruffalo alias Hulk, Robert Downey Jr. alias Iron Man, Scarlett Johansson alias Black Widow, Jeremy Renner donc Hawkeye, Chris Evans Captain America, Chris Hemsworth qui joue Thor ou Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange. Alors on leur dit. Hawkeye, c'est celui qui a l'arc exactement, oui. Mark Ruffalo, Hulk, Scarlett Johansson, Black Widow, Robert Downey Jr. Iron Man, Jeremy Renner Hawkeye, Chris Evans Captain America, Chris Hemsworth Thor, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange. Lequel a décidé de quitter l'univers Marvel? Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Evans, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch. Raphaël, une réponse? Moi je dirais Chris Evans. Chris Evans pour Raphaël. Pour César et Louisa. Ah ouais.
Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Evans, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch. On peut dire les super-héros si vous voulez. Ceux dans les BD, il est censé mourir, Captain America. Alors on a Hulk, Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Captain America, Thor ou Doctor Strange. Mais après, je dirais celui avec Clark qui sert un peu à rien quand même. Donc Jeremy Renner, Hawkeye. Ouais, t'es chaud. Ouais. Allez, ok. Captain America et Hawkeye. Et du côté de Gaël et Nina, s'il vous plaît. On est en pleine hésitation. Vous hésitez entre quoi? Je peux vous aider? Moi j'hésite entre 3 carrément. Waouh. Moi j'hésite entre tous. 3 sur 6. Oui, 3 sur 6. On a déjà Moi, au début, deux réponses alors. Mark Ruffalo, Scarlett Johansson et Jeremy Renner. Et là on a hésité du coup Mark Ruffalo, Jeremy Renner. Ah, donc ça se réduit. Faites un Shifumi hein, parce que ok, là... allez, Shifumi en direct. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ruffalo. Shifumi. Bah, tout le monde prend les ciseaux. C'est dingue. Voilà, c'est Jeremy Renner. Donc 2 Jeremy Renner et un Chris Evans. Réponse, eh bien c'est Chris Evans. On ne sait pas encore, encore s'il va mourir ou s'il va changer d'interprète. Et à noter que le contrat de Chris Hemsworth, donc du coup Thor, touche aussi à sa fin et n'est pas sûr d'être renouvelé. En or ou en bois, vrai ou faux, retrouvez les vraies infos parmi les propositions énoncées. Alors vrai ou faux, Steven Spielberg et Antonio Banderas préparent une grande série historique pour Amazon racontant l'histoire du conquistador espagnol Hernán Cortés. Vrai ou faux? Oh, c'est faux ça. Faux. J'ai pas vu donc je dirais faux aussi. Faux, c'est faux. Mais le collaborateur de Steven Spielberg n'est autre que Javier Bardem qui incarnera bientôt Pablo Escobar sur nos écrans. La série sera une saga en 4 épisodes basée sur un vieux scénario de Dalton Trumbo. Donc c'est bien, c'était bien une vraie info, mais c'était pas Antonio Banderas. Ouais. Marie, tu t'es fait avoir en voulant piéger tout le monde alors que personne ne le savait, tu vois. Il tourne bien en ce moment, Javier Bardem. Ouais. Pas mal. Vrai ou faux, Claire Chazal va débuter sa carrière d'actrice dans un téléfilm France 3. Claire Chazal, France 3 Ouais. T'es pas sur TF1 C'est possible. En tout cas, ça fait rire. Sur Tandem. Non, mais ça nous appartient. Alors, vrai ou faux, Claire Chazal va débuter sa carrière d'actrice dans un téléfilm France 3. Nina Hegel. Est-ce que c'est pas vrai, mais c'est pas cette chaîne parce que France 3. Ah non, si vous avez fait ça. Vrai là-bas? Oui, vrai. Je sais pas, j'ai envie de dire vrai pour le kiff, tu vois. Mais t'as raison. Alors vrai? Oui, ouais. Toi, Raph? Vrai ou faux? Moi je doute, mais enfin je la vois bien dans un truc, mais France 3 ça me. Ok, vrai, peut-être. Vrai? Et ben vous avez tous raison, c'est vrai. L'ex-présentatrice va débuter sa carrière d'actrice après ses caméos dans Star 80, La Ch'tite Famille ou encore Paparazzi. Wow. C'est souvent des films avec Patrick Timsit, du coup. Le téléfilm s'appelle Meurtre à Omaha Beach et son tournage vient de commencer. Un titre pour mettre, hein. Ouais. Donc ça fait 2 points pour César et Louisa, Gaël et Nina en ont 3 et Raphaël aussi en a 3. Troisième info. On sait enfin pourquoi les murs de l'appartement de Monica dans Friends sont violets. Les caméras de l'époque n'étant pas aussi efficaces que celles d'aujourd'hui, cette couleur était celle qui risquait le moins de saturer l'image. Vrai ou faux? Je veux savoir ça. Je sais Gaël que tu veux savoir, j'ai pensé à toi en l'écrivant. Est-ce que ça avait le même sens que dans Why I Met Your Mother, le violet? Je sais pas. Ah. Bonne question. Je te donnerai pas l'indice. Caméra de l'époque, mais c'était des années 90. Faux pour Gaël et Nina. Ouais, faux, je pense qu'il y a une autre explication. Ouais, moi aussi, je me dis, il doit y avoir une explication. Moi, j'irais vrai. Parce qu'ils sont fous, vrai, alors on a un vrai et 2 faux. Eh bien, c'est faux. C'est le décorateur Geoff Schaffner qui l'a choisi, ayant peint la maquette qu'il avait fait de l'appartement alors que tout le monde s'interrogeait justement sur la couleur à mettre. L'idée a plu à tout le monde et ça a permis de créer l'identité du show. Tout simplement, finalement. Tout simplement. Pas d'histoire de saturation d'image du tout. Hein. Raphaël est déçu. Je trouvais ça bizarre en plus. C'est pas si vieux, de toute façon. Quatrième info, Ready Player One, tout comme le livre dont il est adapté, est truffé de références à la filmographie de Steven Spielberg. Ça paraît beaucoup trop simple. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ready Player One, tout comme le livre dont il est adapté, est truffé de références à la filmographie de Steven Spielberg, qui, de fait, réalise Ready Player One. Vrai? Mais il y en a moins que prévu. Ouais. Mais vrai. Mais c'est vrai, dans le livre, c'est vrai. Sa filmographie, ça comprend ses productions. Oui. Ah, alors vrai. Retour vers le futur, ouais. Retour vers le futur, C'est quoi la formulation? Parce que ouais, je crois qu'il y a une attends, vous êtes fous. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Moi j'aime pas cette question, de toute façon, c'est Marie qui l'a écrite. Et truffé de références à la filmographie de Steven Spielberg. Truffé, ça part dire de combien? Attends, redis si je vais tout doucement. Ready Player One. Oui. Ouais. Ça c'est bon. Le livre, tout comme le livre, adapté, dont il est adapté. Ça c'est bon. Est truffé de références à la filmographie de Steven Spielberg.
qui est le réalisateur du film. Mais il y en a moins que prévu, mais Truffé, c'est quel nombre finalement? Ouais, il y en a moins que dans je pense qu'il y en a moins que dans le livre. Dans le livre, il y en a énormément. Du coup, moins. Moi, je dirais moins. Elle est pas précise. Oui, c'est vrai que c'est pas précis comme question. C'est pas très précis. Ça, c'est la question de Marie. C'est comme la question de Simon, ça. C'est pas parce que. Non, c'est la question de Marie. Parce que voilà. Truffé, on se dit quoi? C'est 1000? Bon, vrai ou faux? Au pire, je vous accorde les 2 points. Moi, je vais répondre pareil que la question peut-être. Voilà, c'est bien. Faux. Moi, je dis. Non, c'est pas truffé. Je veux dire ouais, parce que j'ai vu un truc sur Combini là qui parlait de ça il y a pas longtemps. Est-ce qu'ils ont Truffé en Combini ou pas? Donc, du coup, je suis pas sûr. Non, faux, ouais. Allez, faux. Non, faux, non, faux. Bien, Marie a dit que c'était faux en tout cas. Oui, explique-nous pourquoi. L'auteur du roman d'origine fait énormément référence à la filmographie de Spielberg dans son histoire, c'est quelque chose qui est très présent dans son histoire. Et le chef décorateur du coup de Spielberg a placé énormément de références dans le film, d'Easter eggs, sauf que Spielberg l'a découvert et a tout coupé au montage. Il a juste sauvé un gremlin dans son film. Le problème c'est qu'on parlait de ses productions tout à l'heure et la voiture de Retour à le futur est clairement dans le film. Il y en a deux, voilà, il y en a deux. Voilà. J'ai compris le sens de la Parce question. il avait dit non comme le livre en fait. Il avait dit non, son décorateur l'a fait dans son dos, si vous voulez, et en voyant les images, Spielberg les a découverts et a tout coupé au montage. Alors on a raison. Il a juste pas vu le gremlin, et il a vu trop tard, et il a pas réussi à le couper. Voilà. Dommage. Il y a gremlin. Arrêtez de spoiler. Désolé. Arrêtez. Donc quand même, c'était quand même. Oui, parce que c'était tout comme, c'est vrai. Allez, je le vrai vois ou faux? Oui, c'est tout comme. Keshish a refusé de projet Make to My Love à Cannes suite aux polémiques qui avaient suscité la vie d'Adèle et malgré sa palme d'or. Faux. Faux. C'est à cause d'une question de prod, je pense. Faux. Effectivement, c'est faux. Il ne l'a pas présenté suite à des différends avec ses producteurs. Ayant signé pour un seul film et non 3 au final, les contrats posaient problème à France Télévisions notamment, ce qu'ils ont démenti par la suite. Vous avez tous raison. Ça fait à la sortie du vrai ou faux, en or en bois, 4 points pour César et Louisa, 6 pour Gaël et Nina et 5 pour Raphaël. Qui a dit? Ça va être long. Hein. Oh merde. Ok. Sauf si vous trouvez rapidement. Vous voulez que je le dise lentement ou pas? Lis normalement. Lis normal. Alors, la télévision d'aujourd'hui est la meilleure de toute l'histoire de la télé. Elle est mieux écrite, mieux mise en scène, mieux portée par les comédiens. On y raconte des histoires captivantes. On y propose de la qualité, de l'art, mais cela s'oppose à l'expérience du spectateur de cinéma. Non. Oui, ça m'inquiète, mais je continue à faire mes films pour le grand écran. Je demande au public de se déplacer pour le voir et non de le découvrir à la maison. Spielberg. Oui, c'est ça. Exactement. Propre. Est-ce que vous voulez que je finisse là? Pourquoi j'imagine un français? Non, ne la finis pas. Il était interviewé en fait au sujet des plateformes Netflix et Amazon et en fait il regrette qu'il y ait de plus en plus de petits films qui soient directement visibles sur ces médias et non au cinéma. Voilà. Alors, même s'il adore la télé aujourd'hui. On va passer à la recette parfaite. Alors pour vous expliquer, par exemple on dit la couleur de cheveux de Emma Stone. Du coup la personne qu'on essaie de vous faire trouver a les cheveux roux. Voilà. Ouais, bon, ça, là c'est facile là. Ça, il y a des ambiguïtés sur la et après on ajoute plusieurs traits de caractéristiques de la personne qu'on essaie de retrouver. C'est pour ça que ça s'appelle la recette parfaite. Alors notre personnage du jour, notre personnalité voilà du jour, à la couleur de cheveux de Mark Wahlberg, à la barbe de Michael Fassbender, le métier de Jodie Foster, la date de naissance de Lady Gaga, l'humour de Sacha Baron Cohen, la ville de naissance d'Emma Thompson, le début de carrière de Jennifer Aniston, le physique de Ricky Gervais, l'amitié de Simon Pegg, Nick Frost. Qui ça? On va s'en foutre. Beaucoup trop de level ici. Qui a aujourd'hui 46 ans, tout comme Lady Gaga. Bon, elle a pas 46 ans. Non, elle est née aujourd'hui aussi. Elle a date de naissance. Mais ça, c'est faux, parce que moi, je pensais que c'était le même jour. Non, mais date de naissance, en gros, c'est pas date d'anniversaire. Oui. C'est vrai. Bravo Marie, encore une fois. Parce que du coup, moi, j'imaginais quelqu'un de jeune. Bon, après, je sais pas du tout qui est Nick Frost, donc je vais pas faire la meuf. Nick Frost, c'est le comparse de Simon Pegg. Ah oui, ok. Voilà. L'acteur reviendra en avril sur les écrans dans la série Fantastic Into the Badlands sur AMC et qui était dans Tomb Raider. C'est le vendeur de Tomb Raider. Merci Gaël. Écoute pas. Non, parce que je lui demandais qui c'était, je sais pas qui c'est. Ah, mais je dis Trilogy Cornetto, tu vois pas le mec de Shaun of the Dead? Non, Paul. Ah oui, c'est bon, Shaun of the Dead, c'est bon. Alors on passe à la question, la Stephen Curry. Comme son nom l'indique, la Stephen Curry est une question de rapidité à 3 points, 24 secondes pour les connaisseurs du basket. Tout le monde a donc le droit de répondre, il n'y a juste pas de proposition et seule la bonne réponse la plus rapidement dite sera validée. Alors voilà notre proposition du jour. On a pu constater cette semaine la taille improbablement grande qu'Oprah Winfrey possède un raccourci dans le temps. Cette taille m'énervant au plus haut point, j'ai envie de remettre les points sur les i. Ma question est donc la suivante.
combien Oprah Winfrey mesure-t-elle en réalité en centimètres? On accepte les réponses à 1 centimètre près. Non. 157. 172. Non. 161. 169. Oui. 169 cm. C'est ma taille. 169 cm, 1m69. On est loin des 10 mètres du film. C'est une taille très raisonnable. Et du coup, cette question de taille est parfaite pour marquer la transition avec le quiz spécial du jour, à savoir les films Disney en prise de vue réelle, hors Marvel et Star Wars, hein, bien sûr. Juste les films produits par Disney. Avant, du coup. Et même maintenant, comme un raccourci dans le temps. Du coup, quiz spécial et live action Disney. On commence par le qui c'est celui-là. Il faut retrouver dans quel film il est. Ah non, il n'y a pas besoin de. Des fois, on a des bugs de personnage. Kevin Flynn. C'est dans quel film? Kevin Flynn. Ah, pour celui de demain. Non. Stuart Little. Non. Je connais que lui. Dommage. Kevin Flynn. On peut donner des indices. Alors, premier indice. Clou. Haha. Comme la question entre parenthèses. Indice. Il est fier de cette blague. Voilà. J'ai pas compris. Non, moi non plus. Ah, attends. Bah, l'indice, c'est Clou. Ouais, mais c'est un vrai indice ou c'est juste un vrai indice? C'est un vrai indice. Clou, dans quel sens c'est un. En passant. Deuxième indice. Deuxième indice. Carrément. Encom. Encom. Quoi? Encom. Ouais. E-N-C-O-M. Encom. Encom. E-N-C-O-M. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, c'est même qui les indices. Après, les indices censés aider les gens. C'est pour ça encore plus. Bon, troisième indice. Premier film en image de synthèse. De synthèse. Ah, putain, qui utilise des images. Oui, absolument. C'est Kurt Russell dans Tron de Steven Lisberger. Voilà, et il y avait eu la suite Tron l'héritage. Pardon, j'ai rajouté un point à Raphaël alors que c'est pour Gaël et Nina. Non, donc ça fait 8 points pour Gaël et Nina, 4 pour César et Louisa. Et non, plus pour Gaël et Nina, pardon. 3 points. C'était 3 points. Oh, merde. Donc 10. 10 pour Gaël et Nina. 4 pour César et Louisa et 7 pour Raphaël, mais tout n'est pas fini. On passe à une réplique, un film. De quel film provient cette scène? Now look in the mirror and tell me what you see. I see Junior. You see Junior. Well, you want to know what I see? I see pride. I see power. I see a badass mother who don't take no crap of nobody. Non. You really see all that? Yeah, man. C'est Harry Potter, je me rappelle très bien la scène dans le miroir. Antoine l'aurait déjà trouvé depuis longtemps, je pense. C'est un film qui se passe en hiver. Oui. Rasta Rocket. Oui. Rasta Rocket de John Turteltaub et la scène face miroir où Junior comprend l'homme qu'il est. Voilà. Merci le Québec. Il faut retrouver le titre original. Voilà, parce qu'on va donner le titre québécois. Jeu de puissance. Il est très très compliqué, je l'ai mis mais il est très très compliqué. Jeu de puissance. Ouais. Si vous me le sortez, vous êtes fort. Hein. The Game. Non, un film Disney, madame. Ah oui, c'est vrai. C'est Disney. C'est pas Disney. Ah bon. On est toujours dans le quiz spécial Disney. Ouais. Ok. À la poursuite de demain. Non, je sais que c'est pas ça. J'avais juste envie de le dire. Jeu de puissance. Alors c'est encore un film sur le sport. Un Disney en prise de vue réelle. Space Jam. Ah, mais c'est pas. Non, c'est Warner ça. Ah, mais je sais pas moi quel est Disney. Non, mais c'est bien tenté. C'est un film avec Emilio Estevez. Je sais pas qui c'est. Wow. Le frère de Charlie Sheen et le fils de Martin Sheen. Je sais tout. Je sais pas qui c'est. D'accord. C'est un film sur le hockey. Je sais pas ce que c'est. Wow. Ah si. Je connais aucun film sur le hockey. Je vois l'image, mais j'ai pas pas le titre. Dis-moi l'image et je te l'accepterai peut-être. Quoi La seule image que j'ai, c'est genre un gars avec un casque de hockey et tout qui est en face à face avec un autre gars. Et moi, à un moment, ils envoient un galet là dans un but et tout le monde est content. Mais parce que je sais qu'il y a un film sur Netflix qui parle de hockey, là, je l'ai vu dans la liste, mais je saurais pas dire. Alors, oui. Je vais accorder le point parce que ce sont nos invités. Ce sont les invités, on est gentils. Ce sont les invités, on est gentils. Il faut être gentil avec les invités, voilà. on connaît ce qui peut se passer. Exactement. Après. Il peut se passer des trucs. Du coup, on donne la réponse. Oui, c'était les petits champions de Mighty Ducks de Stéphane Erec. Yes, je vois très bien. Pourtant, il y a eu 3 films. Il y a eu les petits champions 2 après. Moi, je connais plus High School Musical 1, 2. Ça, ce sont les téléfilms Disney Channel. C'est différent. S'il vous plaît. Pas tourné parmi ces acteurs, lequel n'a jamais joué dans un Disney en live action? Matt Damon, Casey Affleck, Hugh Laurie, Gérard Depardieu, Colin Farrell, Paul Walker, Matthew Broderick. Alors,
Parmi ces acteurs, lequel n'a jamais joué dans un Disney en live action? Matt Damon, Casey Affleck, Hugh Laurie, Gérard Depardieu, Colin Farrell, Paul Walker, Matthew Broderick. C'est qui Matthew Broderick? Est-ce que vous pouvez me le décrire? Matthew Broderick, c'est celui qui joue dans La folle journée de Ferris Bueller. Elle va me dire. Ok, merci à vous. Ah, mais je vois sa tête en vrai. Tu vois sa tête. Il a jamais rien Matthew Broderick, Paul Walker, Colin Farrell, Gérard Depardieu, Hugh Laurie, Casey Affleck, Matt Damon. Il a joué dans des bons films que j'aime bien. Bon film est synonyme de Simon aime bien, apparemment. Une production juste. Un film Disney en live action. Au début, il y a le logo. C'est pas un truc Disney. Miramax, ok. Non, il y a le logo Disney, tout ça. Je l'ai dit une dernière fois, ils vont me donner vos réponses. Matt Damon, Casey Affleck, Hugh Laurie, Gérard Depardieu, Colin Farrell, Paul Walker, Matthew Broderick. Putain, Depardieu quand même, c'est pas possible. Alors, Gaël et Nina. Ouais, mais je pense que c'est un piège. Tu le connais bien. Colin Farrell, ok. César Louisa. On hésite entre Casey Affleck et Depardieu. D'accord. Raphaël, t'as une réponse? Matt Damon, j'en ai pas, mais du coup. Je sais pas. Vas-y, on tente Matt Casey Damon, Affleck. vas-y. Matt Damon. Pourquoi pas? Mais après, je me suis dit que Casey ça va être Affleck. évident. Et bon, alors on va les faire dans un sens où on va pas dire cela en premier. Matthew Broderick, c'était dans Inspecteur Gadget. Évidemment. Ils ont tellement fait des films. Paul Walker, c'était dans Antarctica, prisonnier du froid. Wow. C'est un film avec des chiens. Encore. Gérard Depardieu, c'était dans Les 102 Dalmatiens. T'as hésité, t'as cru que quelqu'un l'avait dit. Non, mais c'est des films comme ça. Hugh Laurie, c'était dans La poursuite de demain. Et dans Stuart Little. Et non, Stuart Little, c'est pas Disney. Je pensais, mais. Et dans Les 101 Dalmatiens aussi. Il y en reste donc Colin Farrell, Casey Affleck et Matt Damon. Colin Farrell, c'était dans L'ombre de Marie avec Tom Hanks et Emma Thompson. Ça, c'était récent. Oui. Casey Affleck, c'était dans The Finest Hours avec Chris Pine, Ben Foster et Eric Bana. Et Matt Damon n'a jamais joué dans un film. Je trouve que ça paraissait Disney. évident. De quoi? Matt Damon, ça me semblait bien dans un film. Bah finalement non. On passe au résumé raté. Je vais vous faire un résumé d'un film un petit peu raté. Il va falloir retrouver c'est lequel. Le film est raté ou peut-être aussi puisqu'on parle des films Disney quand même. On a toujours un film action. Un film d'aventure débute toujours par une balle de baseball. Enfin, je crois. En effet, pour ce film grandeur nature, nos héros font face aux plus terribles créatures de l'histoire de l'univers. En pleine jungle où l'herbe et la couleur verte s'étendent jusqu'à l'horizon, nos jeunes héros vont devoir faire face à leurs peurs les plus naturelles, les araignées pour les uns, les tornades pour les autres. Ça Notre groupe de héros que tout oppose va réussir à se souder, à apprendre à se connaître et même à s'aimer au cours de cette aventure. Voler sur des abeilles géantes, se cacher dans des jouets, nager dans une rivière de lait, voilà le programme de nos personnages. Au fait, les Minimoys, tout se passe dans un jardin où les araignées deviennent géantes et les tornades sont dues aux tonneaux à gazon. Merci chérie, mais j'ai rétréci J'ai rétréci les gosses, c'est ça. J'ai dit avant. Chérie, j'ai rétréci les gosses de Joe Johnston. Je crois que j'ai pas vu. Avec Rick Moranis. Ah, le triste. Oui, vous pouvez. Voilà, grandeur nature. Ça fait 12 points pour l'équipe de Gaël et Nina, 5 pour César et Louisa, 8 pour Raphaël. C'est pas fini, vous allez voir, c'est pas fini. D'abord, une question de musique de film. On passe à la musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? À la poursuite de demain. Non, toujours pas. À part pour Hugh Laurie. Péter le tympan. Oui, en plus, il y en a quelques qui marchent. Oui, toujours dans Disney? Oui, on est toujours dans Disney. On y restera jusqu'à dans l'ombre de Marie. Non. C'est un film dont on n'a pas évoqué, pourtant c'est un des grands films. N'utilisez pas les films. John Carter? Non. Pierre des Caraïbes. Non. Ah, c'est vrai que la musique fait penser. Bah non, mais ça peut être. Non, mais il y a un truc. Et alors dans ce film-là, il y a un très grand acteur. Je sais pas, c'est Nicolas Cage qui joue dans ce film. Volte-face. Et ton ami Diane Kruger aussi. Ah, c'est Ghost. Le livre de la jungle. Non, c'est ça. Il y a le livre, pourtant dans un des deux, mais pas dans le deuxième épisode, mais pas dans le premier. Non, il y a le mot. Benjamin Gates. Benjamin Gates. John Turturro et la composition de Trevor. Je savais même pas que c'était Disney. C'est rien Disney. Et voilà. Tu vois, on apprend des choses dans ce quiz. J'ai jamais fait gaffe. Bon, à l'aube du duel time, 5 points pour César et Louisa, 12 points pour Gaël et Nina, et 9 pour Raphaël. On passe au duel time. Dans un premier temps. Il n'y a pas de chef d'équipe, je l'ai dit au début du quiz. Dans un premier temps, vous allez devoir parier
sur le nombre de points que vous allez gagner si vous répondez bien à la question ou perdre si vous répondez mal. Vous avez le pari à 1 point, 2 points, 4 points ou 6 points. C'est l'équipe qui est en dernière position qui donne son premier pari. Donc César et Louisa. La question du jour portera sur... on n'a pas mis le sujet, mais ça portera sur les adaptations en live action. Voilà. Toujours Disney. Ouais, toujours. C'est le quiz spécial. toujours. Une fois qu'on est dans un quiz spécial, on ira jusqu'au bout. Donc César et Louisa, vous pariez 1, 2, 4 ou 6 points. En sachant que dans tous les cas, vous devez reposer. Vous devez attendre. Si on perd tous les deux et qu'on fait 6, ouais, tu. Voilà. Ouais. Moi je dirais 4 points. Sur ce qu'on gagne. Ouais. On perd aussi. C'est le même tarif. En fait, on perd que 1 point, mais on gagne 6 points. Oui, si tu veux. 4 points. Ok. Raphaël, à toi de parier. Je suis à combien là de. T'es à 9 points. Non, mais je vais dire de Gaël et Nina. T'es à 3 points. 3 points. Bon, bah 4. 4. Et Gaël et Nina 6. Wow. Non, mais pour que ça. Ah non, mais après. De toute façon, si tu. Après, ça sera vous qui vous répondrez en premier et vous allez pouvoir valider une réponse aussi. C'est la meilleure phrase. C'est l'avantage de finir premier. 2 points. 2 points. 2 points. Ok. Personne ne prend vraiment de risque cette fois. Alors. Oui, mais le plus important, c'est après. Alors que l'ère est au live action, de nombreux réalisateurs et producteurs ont annoncé l'adaptation live prochaine de certains de nos dessins animés préférés. Parmi ces classiques Disney, lequel ne sera pas adapté en live action dans les années à venir? Mulan, Dumbo, Winnie l'ourson, La Belle et le Clochard, Les Aristochats, Aladdin. Donc Gaël et Nina, c'est vous qui allez d'abord répondre et valider une réponse. Dans lequel ne sera pas adapté en live action. Après, toutes les autres équipes ne pourront pas prendre cette réponse. Les redire doucement. Mulan, Dumbo, Winnie l'ourson, La Belle et le Clochard, Les Aristochats, Aladdin. Ceci ne marche pas, Nina. Prends le mien. Tiens. Et Gaël et Nina, c'est vous qui allez répondre en première en plus. Alors il nous faut une réponse rapidement. Mulan, Dumbo, Winnie l'ourson, La Belle et le Clochard, Les Aristochats, Aladdin. Raphaël devrait être un expert. On va voir s'ils écoutent tes news. Mais le problème c'est que s'ils écoutent et je peux pas répondre pareil. Ah bah mais c'est l'avantage d'avoir fini en tête. Toi t'as la bonne réponse tu penses? La Belle et le Clochard peut-être. J'hésite encore. Non, ça c'est Aladdin et Alors Mulan, Dumbo, Winnie l'ourson, La Belle et le Clochard, Les Aristochats, Aladdin. Nina, Gaël, on a besoin. Les Aristochats. Les Aristochats, donc vous pouvez plus prendre les Aristochats. Putain. Raphaël, il te reste Mulan, Dumbo, Winnie l'ourson, La Belle et le Clochard, ok. Et César et Louisa. À mon avis c'est bon. Dumbo. Vamos Dumbo. Dumbo. Alors réponse. Mulan sera réalisé par Niki Caro, Dumbo par Tim Burton, Winnie l'ourson par Mark Foster sous le titre Christopher Robin, La Belle et le Clochard par Charlie Bean, Aladdin par Guy Ritchie et Les Aristochats ne sera pas adapté en live action. Est-ce que c'est des chats? Pas encore, c'est pas annoncé en tout cas. Elles ont bien validé la réponse. Ce sont des chats. Dans quelques mois, je suis désolé, mais dans quelques mois, on verra. Donc, ce n'est pas des chats. C'est un ours qui mange du miel avec un beaucoup plus facile rouge. un ours. Ah oui, c'est vrai. Victoire de Gaël et Nina sur le score de 12 points face à Raphaël qui a 5 points. Victoire écrasante. César et Louisa qui finissent à 1 point malheureusement. Vous savez, des fois il y a le négatif donc là. Oui, mais déjà, j'ai gagné à 0 une fois. J'ai déjà perdu à -4. Ça rassure. Voilà, merci en tout cas. Bon, mais merci quand même d'être venu pour le quiz aussi, Louisa et César. Merci JP pour la technique. Merci Marie et Gaël, Nina et Simon, je peux les dire parce qu'on n'est pas nombreux d'être venus. Bah de rien, hein. Ça m'a fait plaisir. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Nous on se quitte donc avec Ginger, extrait du dernier album donc de Feu Chatterton, L'Oiseleur. Donc on vous retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale sur Ready Player One donc, de Steven Spielberg que Simon animera. Bonne soirée sur Radio Campus Montpellier. Bonne soirée. Salut. Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main,
Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-nous-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes pas. Je ne fais que t'attendre. Mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez.